Carlos Castaneda, voir Les enseignements d'un sorcier yaqui, 1971. Introduction. Il y a 10 ans, j'eus la chance de rencontrer un Indien yaqui du nord-ouest du Mexique. Je le nomme dans ce récit Don Juan. En espagnol, Don est une marque de respect. Je fis la connaissance de Don Juan dans les circonstances les plus fortuites. J'étais tranquillement assis en compagnie de mon ami Bill, dans la salle d'attente de la gare routière d'une ville de l'État de l'Arizona, proche de la frontière du Mexique. Nous ne disions mot. C'était l'été et, en cette fin d'après-midi, la chaleur était devenue insupportable. Brusquement, Bill se pencha vers moi et me tapa sur l'épaule. « Voici l'homme dont je t'ai parlé », me dit-il à mi-voix. Il fit un signe de tête discret en direction de la porte. Un vieil homme venait d'entrer. « Que m'avais-tu dit à son sujet ?» demandai-je. « C'est un Indien qui connaît le peyote. Tu te souviens ? Je me souvins que nous avions naguère, Bill et moi, pendant une journée entière, circulé en voiture pour tenter de découvrir la maison d'un Indien du Mexique, un excentrique, qui vivait dans la région. Nous n'avions pas trouvé sa maison, et j'avais eu la ferme impression que les Indiens nous avaient délibérément mal dirigés. Bill prétendait que l'homme était un yerbero, c'est-à-dire quelqu'un qui récolte et vend des plantes médicinales, et qu'il connaissait très bien le cactus hallucinogène que l'on nomme peyote. Il m'avait aussi dit qu'en aucun cas je ne perdrais mon temps à l'interroger. Bill me servait de guide dans le sud-ouest, où j'étais venu rechercher des échantillons et des informations sur les plantes médicinales utilisées par les Indiens de cette région. Bill se leva saluer l'homme, un Indien de taille moyenne aux cheveux blancs et assez courts, couvrant en partie ses oreilles, ce qui accentuait la rondeur de sa tête. Son visage couvert de rides profondes lui donnait l'apparence d'un homme assez âgé, en contraste avec son corps fort et sain. Je l'observais. Il se déplaçait avec une agilité impossible à imaginer de la part d'un vieillard. Bill me fit signe de venir les rejoindre. C'est un brave type. Malheureusement, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Il parle un drôle d'espagnol, sans doute bourré de locutions campagnardes. Le vieil homme regarda Bill et sourit. Alors Bill, qui ne connaît que quelques mots d'espagnol, bredouilla quelque chose. Il se tourna vers moi comme pour savoir si sa phrase avait quelque sens. Mais je n'avais absolument pas compris ce qu'il avait voulu dire. Il eut un sourire gêné et s'éloigna. Le vieil homme me regarda et se mit à rire. Je lui expliquai que mon ami avait tendance à oublier qu'il ne parlait pas l'espagnol. Je m'aperçois qu'il a également oublié de nous présenter, ajoutai-je, et je lui dis mon nom. Et moi, je suis Juan Matus, pour vous servir, répondit-il. Après une poignée de main, nous restâmes muets pendant un moment. Je rompis le silence pour lui parler de mon travail de recherche. Je lui précisai que j'avais besoin d'informations de toute nature sur les plantes, et plus particulièrement sur le peyote. Pendant assez longtemps, je parlais nerveusement. Et bien qu'ignorant en la matière, je déclarais très bien connaître tout ce qui concerne le peyote. Je me disais que si je faisais étalage de mon savoir, il s'intéresserait davantage à un échange de vues avec moi. Cependant, il ne dit rien. Il m'écoutait patiemment. Puis, il opina du chef, et me fixa du regard très attentivement. Ses yeux me parurent briller d'une façon très particulière. J'essayai d'échapper à son regard. Je me sentis embarrassé. Dès cet instant, j'eus la certitude qu'il savait que j'avais dit des bêtises. « Viens me voir, déclara-t-il finalement, tout en détournant les yeux. Chez moi, peut-être, nous pourrons mieux parler tranquillement. » Je ne sus que répondre. Je me sentais mal à l'aise. Bill revint. Il s'aperçut de mon embarras et ne dit rien. Le vieillard se leva et nous salua. Son autobus venait d'arriver. « Ça ne s'est pas très bien passé, n'est-ce pas ?» demanda Bill. « Non. »« L'as-tu interrogé sur les plantes ?»« Bien sûr, mais je crois avoir fait une gaffe. Je t'avais prévenu, c'est un excentrique. Dans la région, les Indiens le connaissent, et cependant, ils n'en parlent jamais. Tu te rends compte ? Pourtant, il m'a invité à lui rendre visite. Il s'est payé ta tête. Allez chez lui, mais qu'est-ce que cela signifie ? Jamais il ne te dira rien. Et si tu le questionnes, il te clouera le bec et tu auras l'impression d'être un imbécile parlant dans le vide. » Bill déclara qu'il avait souvent rencontré des gens comme lui. Des gens qui donnent l'impression de tout savoir. Mais ces gens-là ne valaient jamais le temps passé avec eux puisque tôt ou tard, on pouvait obtenir les mêmes informations de quelqu'un qui ne se ferait pas tant prier pour les fournir. Il n'avait ni le temps, ni la patience à accorder à ce genre de vieux cinglé. Et d'ailleurs, il était bien possible que le vieux se fît passer pour un connaisseur de plantes, alors qu'en réalité, il n'en savait pas plus que le premier venu. Bill continua à parler sur ce ton. Mais je ne l'écoutais pas. Mes pensées vagabondaient autour de ce vieil Indien qui avait su que je bluffais. Je me souvenais très bien de ses yeux. Ils avaient réellement brillé d'un éclat singulier. Quelques mois plus tard, j'allais le revoir, non pas comme un étudiant en anthropologie, mais plutôt poussé par le démon de la curiosité. La manière dont il m'avait mis à nu m'avait marqué de façon décisive. Je brûlais de savoir ce qu'il y avait dans ce regard. J'en étais obsédé. Plus j'y réfléchissais, et plus je pensais qu'il s'agissait d'une situation inhabituelle. Nous devînmes amis, et pendant plus d'une année, j'allais très souvent lui rendre visite. Je découvris chez Don Juan une manière de vivre habitée d'une certitude profonde.
un merveilleux sens de l'humour, et surtout une cohérence implicite dans ses actes. Je trouvais cette cohérence absolument déconcertante. En sa présence, je me sentais envahi par une étrange joie mêlée en même temps d'un curieux malaise. Le seul fait d'être en sa compagnie m'obligeait en permanence à réévaluer très sérieusement mes modèles de conduite. Peut-être que, comme tout le monde, j'avais été poussé à accepter l'homme comme une créature faible et essentiellement vouée à l'échec. Et ce qui m'impressionnait chez Don Juan était cette absence de complaisance pour la faiblesse et l'impuissance. La comparaison entre son genre de vie et le mien tournait toujours à mon désavantage. À cette époque, il fit une déclaration concernant la différence fondamentale qui existait entre nous. Ce jour-là, avant d'arriver chez lui, j'étais déprimé par le cours de ma vie, et surtout par quelques intenses conflits personnels. J'étais nerveux et maussade. Notre conversation avait tourné autour de l'intérêt que je portais à la connaissance. Mais comme toujours, nous parlions chacun d'une chose différente. Pour moi, il s'agissait de la connaissance rationnelle, qui transcende l'expérience, alors qu'il évoquait une connaissance directe du monde ambiant. « Connais-tu le monde qui t'entoure » demanda-t-il. « J'en connais bien des aspects. »« Non, je veux dire, n'as-tu jamais senti le monde qui existe autour de toi ?»« Je sens ce monde environnant en tant que cela m'est possible. »« Ce n'est pas suffisant. Tu dois tout sentir, sinon le monde perd son sens. » J'eus recours à des arguments classiques. Je n'avais aucun besoin de goûter la soupe pour en apprendre la recette, ni recevoir une décharge pour comprendre le phénomène de l'électricité. « Tu tournes tout au ridicule, répondit-il. À mon avis, tu veux absolument t'accrocher à tes arguments malgré le fait qu'ils ne t'apportent rien. Tu ne veux pas changer, même au prix de ton bien-être. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je parle du fait que quelque chose te manque. Tu n'es pas entier. Tu n'as pas la paix intérieure. » Cette remarque m'ennuya. Elle m'offensait, et par ailleurs je ne lui accordais aucun droit de juger mes actions et la nature de ma personnalité. « Tu es rongé par tes problèmes. Pourquoi ?»« Don Juan, je ne suis qu'un homme, » lui dis-je d'un ton geignard, et immédiatement je me rends compte que j'avais fait cette déclaration exactement comme si souvent j'avais entendu mon père la faire. Implicitement, il s'excusait ainsi d'être faible et sans ressources. Sa déclaration, comme la mienne, révélait un profond désespoir. Don Juan me perça du regard, comme au premier jour de notre rencontre. Puis il dit « Tu penses trop à toi-même, dit-il en souriant, et cela te donne une étrange fatigue qui t'oblige à effacer le monde autour de toi et aussi à t'accrocher à tes arguments. Moi, par exemple, je ne suis qu'un homme, mais je ne dis pas cela dans le même sens que toi. Dans quel sens alors ? J'ai surmonté tous mes problèmes. Tant pis si maintenant ma vie s'annonce trop courte pour me laisser le temps de décrocher toutes les choses que je désire. Cela n'a pas d'importance. C'est seulement dommage. » J'aimais le ton de sa déclaration. Il ne contenait ni désespoir ni morosité. En 1961, un an après notre première rencontre, Don Juan me révéla qu'il possédait une connaissance secrète des plantes médicinales. Il déclara qu'il était un brujo, mot espagnol qui peut se traduire par sorcier, homme médecin, guérisseur. À partir de ce jour-là, nos relations se modifièrent. Je devins son apprenti. Pendant les 4 années qui suivirent, il entreprit de m'apprendre les mystères de la sorcellerie. Le récit de cet apprentissage fit l'objet d'un livre, L'herbe du diable et la petite fumée. Grâce à la maîtrise de l'espagnol dont faisait preuve Don Juan, j'obtins des explications détaillées sur les significations complexes existant dans son système de croyances. J'ai appelé sorcellerie cet ensemble de connaissances compliquées et très organisées, et j'ai fait allusion à Don Juan comme sorcier, car lui-même faisait usage de ces 2 mots au cours de nos conversations familières. Cependant, lorsqu'il s'agissait d'apporter des éclaircissements sur des points plus sérieux, il usait du terme de connaissance, pour signifier la sorcellerie, et celui d'homme de connaissance, ou de « celui qui sait » pour désigner le sorcier. Afin d'enseigner et de corroborer sa connaissance, il utilisait 3 plantes psychotropiques bien connues, le peyote, l'Ophophora williamsi, le Jimsonweed, Datura inoxia, et un champignon d'une espèce appartenant au genre Psilocybé. Il me fit ingérer séparément chacun de ces hallucinogènes pour produire en moi, son apprenti, des états particuliers de perception déformés, ou de sensations altérées, que j'ai désignés par état de réalité non ordinaire. Je me suis servi du terme réalité, car dans le système de croyance de Don Juan, une des prémices fondamentales était que chaque état de sensation provoqué par la prise de l'une de ces 3 plantes ne constituait pas une hallucination, mais au contraire un aspect concret, bien que peu ordinaire, de la réalité de la vie quotidienne. Don Juan n'agissait pas vis-à-vis de ces états comme s'ils étaient réels, mais comme étant réels. J'ai classé ces plantes dans les hallucinogènes, et j'ai décidé d'appeler les états qu'elles suscitaient réalité non ordinaire. Don Juan considérait et expliquait ces plantes comme constituant des véhicules capables de conduire ou de guider un homme jusqu'à des forces ou pouvoirs impersonnels. Et les états qu'elles produisaient comme étant des rencontres que le sorcier devait entretenir avec ses pouvoirs de manière à arriver peu à peu à les dominer. Il appelait le peyote mescalito,
et le présentait comme un maître bienveillant et protecteur des hommes. Mescalito enseignait la juste manière de vivre. Habituellement, c'est au cours de réunions de sorciers, nommées mitotes, qu'avait lieu la prise du peyote. Les participants à ces réunions s'assemblaient spécialement en vue de chercher une leçon sur la juste manière de vivre. Pour Don Juan, le datura et les champignons étaient des pouvoirs différents de Mescalito. Il les nommait alliés et déclarait qu'un homme pouvait les manipuler, qu'un sorcier gagnait sa force en manipulant un allié. Personnellement, Don Juan préférait les champignons. Il affirmait que le pouvoir contenu dans ce genre de champignons constituait son allié personnel, qu'il désignait par la fumée ou la petite fumée. Avant d'utiliser ces champignons, Don Juan les mettait à sécher pendant 1 an dans une petite gourde. Ils étaient alors réduits en une fine poussière qu'il mélangeait avec 5 autres plantes séchées. Le tout composait son mélange à fumer dans une pipe qu'il conservait avec beaucoup de soin. Pour devenir homme de connaissance, un homme devait rencontrer l'allié aussi souvent que possible. Il fallait se familiariser avec lui, une condition a priori impliquant bien sûr qu'il faille fumer le mélange assez souvent. Fumer consistait à avaler la fine poussière des champignons qui ne brûlaient pas, et à inhaler la fumée des 5 autres plantes du mélange. Don Juan définissait l'effet intense provoqué par ce champignon sur les capacités de perception comme l'action de l'allié sortant l'individu de son propre corps. La méthode d'enseignement de Don Juan réclamait un effort extraordinaire de la part de l'apprenti. Et de fait, le niveau de participation et d'engagement qu'il exigea de moi fut tel que vers la fin de l'année 1965, j'abandonnai mon apprentissage. 5 années ont passé, et je puis maintenant avouer que les enseignements de Don Juan avaient alors commencé à sérieusement miner mon idée du monde. Je veux dire par là que ma certitude sur la vie de tous les jours, que nous partageons tous et que nous considérons comme naturelle, commençait à être sérieusement mise en doute. Au moment où j'avais abandonné mon apprentissage, j'étais persuadé qu'il s'agissait d'une décision définitive, et je n'avais plus aucune envie de revoir Don Juan. Cependant, au mois d'avril 1968, je disposais d'un exemplaire du livre que j'avais consacré à ses enseignements et je me sentis obligé d'aller le lui montrer. Je lui rendis visite et mystérieusement notre relation de maître à apprenti se rétablit. Je commençai à cette occasion un second cycle d'apprentissage très différent du premier. Ma peur diminua. L'atmosphère générale des enseignements fut beaucoup plus détendue que dans le passé. Don Juan riait souvent et arrivait à me faire rire. Il me sembla qu'il s'efforçait d'être le moins sérieux possible. Au moment les plus critiques de ce second cycle, il faisait le clown, et m'aidait ainsi à dominer des expériences qui auraient pu facilement déchaîner mes tendances à l'obsession. Il déclara indispensable une certaine légèreté et docilité pour pouvoir résister au choc et à l'étrangeté de la connaissance qu'il enseignait. « Tu as été effrayé et tu t'es enfui parce que tu as cru que ta personne était sacrément importante, disait-il pour donner une explication à mon abandon. Croire que l'on est important alourdit, rend maladroit en vain. Pour devenir homme de connaissance, il faut absolument être léger et fluide. » Au cours de ce second cycle d'apprentissage, Don Juan s'attacha surtout à m'enseigner comment voir. Il semble bien que son système de connaissance appelait une différence sémantique entre voir et regarder, pour exprimer 2 façons distinctes de percevoir. Regarder concernait la manière ordinaire par laquelle nous sommes habitués à percevoir le monde, alors que voir supposait un processus extrêmement complexe, grâce auquel l'homme de connaissance pouvait voir l'essence des choses de ce monde. Pour pouvoir présenter la complexité de ce processus d'apprentissage sous une forme plus facilement lisible, j'ai résumé de longues séries de questions et de réponses en rédigeant mes premières notes. Cependant, je crois n'avoir pas changé le sens de l'enseignement de Don Juan. Une telle rédaction servit aussi à donner à mes notes une fluidité, semblable à celle de la conversation, indispensable pour conduire à l'effet que je devais obtenir. Autrement dit, je voulais, au moyen du reportage, communiquer au lecteur l'intensité dramatique et l'actualité des situations évoquées. Tels qu'ils ont été établis, chacun des chapitres constitue une séance avec Don Juan, et systématiquement il les terminait sur une note tranchante. Par conséquent, l'intensité dramatique de chaque fin de chapitre n'est pas un effet littéraire de mon invention. Elle appartient en propre à la tradition orale de Don Juan, peut-être un artifice mnémonique pour aider à retenir la valeur dramatique et l'importance de ces leçons. Néanmoins, pour rendre mon reportage convaincant, et parce que pour le comprendre il faut expliquer un certain nombre de concepts clés, je voulais souligner quelques points particuliers. J'ai mis l'accent sur ce qui avait trait aux sciences sociales. Il est tout à fait possible que quelqu'un d'autre puisse, dans d'autres perspectives, dégager des concepts entièrement différents des miens. Pendant ce second cycle d'apprentissage, Don Juan précisa clairement que l'usage du mélange à fumer constituait un préalable pour voir. Par conséquent, il me fallait fumer le plus souvent possible. Il n'y a que la fumée qui puisse te fournir la vitesse indispensable pour apercevoir le monde flottant, déclara-t-il.
Avec ce mélange psychotropique, il déclenchait en moi une série d'états de réalité non ordinaires. Lorsque je considère ce qui me semblait être le but poursuivi par Don Juan, leur caractère principal résidait dans leur inapplicabilité. Tout ce que je percevais au cours de ces séances où mes sensations étaient altérées demeurait incompréhensible et impossible à interpréter selon notre compréhension quotidienne du monde. Ce qui revient à dire que l'inapplicabilité entraînait la dissolution de la pertinence de ma vision du monde. Don Juan fit usage de cette inapplicabilité des états de réalité non ordinaires pour introduire une série d'unités de signification, entièrement nouvelles pour moi et préconçues par lui dans le cadre de sa connaissance. Ces unités furent les éléments spécifiques de ce que Don Juan désirait m'enseigner. Je les désignai par unité de signification, car il y constituait un conglomérat essentiel composé des résultats sensoriels et de leur interprétation sur lesquels s'édifiait une signification bien plus complexe. Par exemple, une unité consistait en la manière dont s'expliquait l'effet physiologique du mélange psychotropique. Il provoquait une insensibilité du corps et une perte de contrôle moteur qui, dans le système de Don Juan, s'interprétait comme une action due à la fumée, c'est-à-dire à l'allié, pour enlever le corps du praticien. Les unités de signification se groupaient de manière spécifique et chaque bloc ainsi constitué formait ce que je nomme une interprétation sensée. Il est clair qu'il doit exister un nombre infini d'interprétations sensées qui restent toujours pertinentes à la sorcellerie qu'un sorcier doit apprendre à pratiquer. De même, dans la vie de tous les jours, nous devons faire face à un nombre infini d'interprétations sensées qui, dans cette réalité quotidienne, sont pertinentes. Un exemple très simple réside dans l'interprétation spontanée que nous faisons très souvent chaque jour de la structure d'habitat que nous nommons une pièce. Il est évident que nous avons appris à interpréter cette construction nommée pièce en termes de pièce. Par conséquent, pièce constitue une interprétation sensée. Car lorsque nous l'interprétons, il est absolument indispensable que nous soyons capables de connaître, d'une manière ou d'une autre, tous les éléments qui conduisent à cette interprétation. C'est-à-dire qu'une interprétation sensée réside dans le processus en vertu duquel le praticien se rend capable de connaître toutes les unités de signification nécessaires pour faire des suppositions, des déductions, des prédictions, etc., à propos de la totalité de la situation pertinente à son activité. Par praticien, j'entends un participant qui possède une connaissance adéquate de toutes ou presque toutes les unités de signification entrant en jeu dans son système particulier d'interprétation sensée. Don Juan était un praticien, c'est-à-dire un sorcier connaissant tous les niveaux de la sorcellerie. C'est en tant que praticien qu'il essaya de me rendre accessible son système d'interprétation sensée. Dans ce cas, l'accessibilité équivalait à un processus de resocialisation par lequel seraient acquises de nouvelles façons d'interpréter les résultats sensoriels. J'étais l'étranger, celui qui n'a pas la capacité de faire des interprétations intelligentes et adéquates des unités de signification propres à la sorcellerie. Don Juan, le praticien qui me rendait son système accessible, avait pour tâche de déranger cette certitude particulière que je partage avec tous les hommes. La certitude que nos vues pleines de bon sens sur l'existence du monde sont définitives. En se servant des plantes psychotropiques et grâce à des contacts bien contrôlés entre cet autre système et moi-même, il réussit à me faire prendre conscience du fait que mon opinion sur le monde ne pouvait pas être définitive puisqu'il s'agissait seulement d'une interprétation. Depuis des milliers d'années, ce phénomène vague que nous désignons sous le nom de sorcellerie a été pour l'Amérindien une pratique sérieuse et sincère comparable à notre pratique de la science. Il est indubitable que notre difficulté à le comprendre réside dans l'existence d'unités de signification qui nous sont restées étrangères. Don Juan avait un jour déclaré qu'un homme de connaissance avait des préférences. Je lui demandai de préciser ce point. « Voir est ma préférence, dit-il. »« Que voulez-vous dire ?»« J'aime voir parce qu'un homme de connaissance ne sait que ce qu'il voit. » « Quel genre de choses voyez-vous ?»« Tout. »« Moi aussi je vois tout, cependant je ne suis pas un homme de connaissance. »« Non, tu ne vois pas. »« Je crois pourtant que je vois. »« Je te le répète, tu ne vois pas. »« Don Juan, pourquoi affirmez-vous cela ? » ?»« Tu ne regardes qu'à la surface des choses. » Voulez-vous dire que tous les hommes de connaissance peuvent vraiment voir au travers de tout ce qu'ils regardent ? Non, il ne s'agit pas de cela. J'ai dit qu'un homme de connaissance avait ses préférences personnelles. La mienne consiste à voir et à connaître. D'autres font d'autres choses. Quelle chose ? Prends Sakateka. C'est un homme de connaissance et sa préférence va à la danse. Pour connaître, il danse. La préférence d'un homme de connaissance est donc ce qu'il fait pour connaître ? Oui, c'est cela. Mais comment la danse peut-elle aider Sakateka ? On pourra dire que Sakateka danse avec tout ce qu'il a. Danse-t-il comme moi, c'est-à-dire une vraie danse ? Disons qu'il danse comme je vois, et non pas comme tu pourrais danser. Voit-il aussi de la façon dont vous voyez ? Oui, mais en plus il danse. Comment danse-t-il ? C'est très délicat à expliquer. Il s'agit d'une façon particulière de danser qu'il adopte lorsqu'il désire connaître quelque chose. Je peux seulement te dire que si tu ne comprends pas les façons d'un homme qui connaît, il est impossible de parler de danser ou de voir. L'avez-vous vu danser ?
Oui, cependant il n'est pas possible à quiconque de le regarder danser et de voir qu'il s'agit de sa façon particulière de connaître les choses. Je connaissais Sakateka. Tout au moins je savais qui il était. Un jour nous nous étions rencontrés, je lui avais offert une bière. En échange de politesse, il m'avait invité à venir le voir chez lui lorsque j'en aurais envie. Sans en parler à Don Juan, je décidai d'aller lui rendre visite. Dans l'après-midi du 14 mai 1962, en suivant les indications que Sakateka m'avait fournies, j'arrivai facilement devant sa maison. Elle se situait à une croisée de chemins, dans un enclos au portail fermé. J'en fis le tour pour tenter de jeter un œil à l'intérieur. Tout semblait désert. D'une voix forte, j'appelai « Don Elias !» Effrayés, les poules s'échappèrent en caquetant furieusement. Un petit chien se précipita vers moi, et je m'attendais à l'entendre aboyer. Mais il s'assit et me dévisagea. À nouveau j'appelai. Les poules eurent une seconde crise de caquetage mécontent. Une vieille dame sortit de la maison. Je la priai d'appeler Don Elias. « Il n'est pas là, » me répondit-elle. « Où puis-je le trouver ?»« Il est au champ. »« Dans quel champ ?»« Je n'en sais rien. Revenez plus tard cet après-midi, il sera de retour vers 5 heures. »« Êtes-vous sa femme ?»« Oui, je suis sa femme, » dit-elle avec un sourire. J'essayai de la questionner sur Don Elias, mais en s'excusant humblement, elle me répondit qu'elle ne parlait pas bien l'espagnol. Je revins à ma voiture et je m'éloignai. Vers 6 heures, j'étais de retour. J'arrêtai l'auto juste devant la porte. Et j'appelai Sakateka. Il sortit de la maison. Je mis en marche mon magnétophone qui, dans une sacoche pendue à mon épaule, pouvait passer pour un appareil de photo. Il semblait m'avoir reconnu. « Ah, c'est toi, dit-il en souriant. Comment va Juan ?»« Très bien. Comment allez-vous, Don Elias ?» Il ne répondit pas. Il semblait nerveux. Il gardait une apparence de calme, mais je le sentais déconcerté par ma visite. « Juan t'a-t-il envoyé pour faire une commission ?»« Non, j'ai décidé de venir vous rendre visite. »« Et pourquoi donc ?» Sa question trahissait une très sincère surprise. « J'avais envie de vous parler, dis-je d'un ton coutumier. Don Juan m'a dit tant de merveilleuses choses à votre sujet que je suis venu poussé par la curiosité vous poser quelques questions. » Sakateka restait debout, immobile devant moi. Il portait un pantalon kaki et une chemise, comme s'il était en train de sommeiller ou peut-être était-il sourd. Je remarquai sa bouche entr'ouverte, sa lèvre inférieure pendante et surtout sa profonde respiration, presque comme un ronflement. J'en fus persuadé, Sakateka devait être saoul comme une bourrique. Malgré tout, cette pensée me parut saugrenue puisque, à peine quelques instants auparavant, il était sorti de sa maison d'un pas très alerte et qu'il m'avait immédiatement reconnu. « De quoi veux-tu donc parler avec moi ?» dit-il enfin. Sa voix semblait fatiguée, chaque mot traînait, d'ailleurs sa fatigue devait être contagieuse. Elle m'attirait à lui. « De rien en particulier, répondis-je. Je suis simplement venu pour discuter amicalement avec vous. Vous vous souvenez, une fois vous m'aviez demandé de venir chez vous. » « Oui, mais maintenant ce n'est plus pareil. »« Et pourquoi donc ? Ne parles-tu avec Juan ?»« Oui, bien sûr. »« Alors que me veux-tu ? » ?»« Je pensais que je pourrais peut-être vous poser quelques questions. »« Demande à Juan, c'est lui qui t'enseigne. »« Oui, mais cela ne change rien. Je voulais seulement vous poser des questions à propos de ce qu'il m'enseigne, en quelque sorte avoir votre opinion. Ainsi je pourrais savoir que faire. »« Pourquoi agir de cette façon ? N'as-tu pas confiance en Juan ? » ?»« Bien sûr que si. » « Alors pourquoi ne lui demandes-tu pas de te dire ce que tu veux savoir ? » ?»« Je lui demande toujours, mais je veux aussi parler avec des gens comme vous, Don Elias. On ne rencontre pas un homme de connaissance tous les jours. Juan est un homme de connaissance. »« Je le sais. Alors pourquoi vouloir me parler ? » ?»« Je vous l'ai déjà dit, je venais en ami. »« Non, ce n'est pas vrai. Cette fois-ci, il y a quelque chose d'autre. » Je voulus m'expliquer, mais je ne pus que marmonner de façon incohérente. Sakateka gardait le silence. Il semblait écouter attentivement. Ses yeux étaient à nouveau mi-clos. Mais je sentais qu'il me dévisageait. Presque imperceptiblement, il opina du chef. Alors il ouvrit ses paupières, et je vis ses yeux. Il semblait perdu au loin derrière moi. Négligemment, il tapotait sur le sol de la pointe de son pied droit placé juste derrière son talon gauche. Ses jambes étaient légèrement arquées, et ses bras pendaient mollement à ses côtés. Puis il leva son bras droit. Sa main était ouverte avec la paume dressée perpendiculairement au sol, et les doigts étendus pointés vers moi. Une fois ou deux, il laissa sa main ballotter avant de la descendre au niveau de mon visage. Pendant un instant, il la maintint dans cette position, et alors il me lança quelques mots. Sa voix était parfaitement claire, mais les sons hésitants. Un moment plus tard, il laissa sa main tomber à son côté, et il demeura debout devant moi dans une étrange position. Il reposait sur la partie charnue de la plante de son pied gauche. Son pied droit croisait le gauche derrière le talon. Et de la pointe, il tapotait par terre, doucement et selon un rythme régulier. Une appréhension injustifiable, semblable à une forme indéfinie d'extrême nervosité, m'envahit.
Mes pensées battaient la chamade. Certaines d'entre elles me traversaient l'esprit et me paraissaient insensées, et absolument étrangères à la situation du moment. Parfaitement conscient de ce malaise, j'essayai de reprendre la barre et de diriger mes pensées sur ce qui se déroulait. Malgré un effort considérable, j'échouai. Une force semblait m'interdire la concentration, ou tout au moins la capacité d'avoir des idées claires. Sakateka ne disait toujours rien. Je ne savais que dire, que faire. Presque automatiquement, je fis demi-tour et m'en allai. Plus tard, je me sentis obligé de raconter à Don Juan cette rencontre étrange. Il rit à gorge déployée. « Que s'est-il donc passé ?» demandai-je. « Sakateka dansa, » répondit-il. « Il t'a vu, et ensuite il a dansé. » Que fit-il ? Je me sentis froid et tout étourdi. « Il semble que tu ne lui aies pas beaucoup plu, et en te lançant un mot, il t'a figé sur place. Comment aurait-il pu faire cela ? Très simplement. Avec sa volonté, il t'a arrêté. Que dites-vous ? Avec sa volonté, il t'a arrêté. Une telle explication ne pouvait me satisfaire. Tout cela me semblait une manière sarcastique de se moquer de moi. J'insistai, mais il ne put m'expliquer la chose d'une manière satisfaisante. Il est évident qu'un tel événement, ou n'importe quel autre, s'il se produit dans ce système étrange d'interprétation sensée, ne peut s'expliquer ou se comprendre qu'en termes des unités de signification propres à ce système. Le travail suivant est, par conséquent, un reportage, et il doit être lu comme tel. Le système que j'ai enregistré m'est resté incompréhensible. Donc prétendre à toute autre chose que d'en faire un reportage serait une tromperie et une malhonnêteté. L'adoption de la méthode phénoménologique est le corollaire de cet état de choses, et j'ai tenté de considérer la sorcellerie seulement comme un phénomène qui m'était présenté. Spectateur, j'enregistrais ce que je percevais, et au moment de cet enregistrement, je m'efforçais de suspendre tout jugement personnel. Chapitre 1. Le 2 avril 1968. Don Juan me dévisagea un moment, sans pourtant marquer la moindre surprise à me revoir, bien que ma dernière visite ait eu lieu plus de 2 années auparavant. Il posa sa main sur mon épaule, me sourit et me dit que j'avais changé, que je devenais gras et mou. Je lui avais amené un exemplaire de mon livre. Sans autre préambule, je le tirai de ma serviette et le lui tendis. « Don Juan, c'est un livre sur vous. » Il le prit et en feuilleta les pages comme s'il s'agissait d'un jeu de cartes. La couleur verte de la jaquette et la taille du livre lui plurent. Il tâta la couverture de la paume de sa main, puis il tourna et retourna le livre et me le tendit. Une vague d'orgueil me submergea. « Je veux que vous le gardiez, dis-je. » Il hocha la tête tout en riant silencieusement. « Mieux vaut pas, » répondit-il. Puis, avec un large sourire, il ajouta. « Tu sais ce qu'on fait avec le papier au Mexique ?» J'éclatai de rire. Je trouvais ce trait d'ironie magnifique. Nous étions assis sur un banc dans le parc d'une petite ville de la région montagneuse du centre du Mexique. Je n'avais eu aucun moyen de le prévenir de mon arrivée, mais j'étais persuadé de pouvoir l'y trouver. Mon attente avait d'ailleurs été très courte. Don Juan avait descendu des montagnes et je le retrouvai au marché à l'étal d'un de ses amis. Don Juan déclara que je tombais à pic pour le ramener à Sonora. En attendant l'ami chez qui il vivait, un indien mazatèque, nous allâmes dans le parc. 3 heures passèrent. Nous parlâmes de choses sans importance, et vers la fin du jour, peu avant l'arrivée de son ami, je lui racontai une scène qui, quelques jours auparavant, m'avait frappé. Pendant mon voyage, ma voiture était tombée en panne dans les faubourgs d'une ville où je dus séjourner 3 jours, le temps de réparer. En face du garage, il y avait un motel. Mais les faubourgs des villes m'ont toujours déprimé, et j'allais prendre une chambre dans un hôtel moderne à 8 étages en plein centre de la ville. Le groom m'indiqua que l'hôtel avait un restaurant au rez-de-chaussée. Et lorsque je descendis pour aller manger, je vis qu'il y avait quelques tables dans une sorte de véranda avec des arcades assez basses. Le coin était plutôt agréable et il faisait bon à l'extérieur. Il y avait quelques tables disponibles, mais je préférais m'installer à l'intérieur, dans une salle mal aérée, car juste avant de sortir, j'avais aperçu un groupe de jeunes cireurs de chaussures assis au bord du trottoir. J'étais persuadé qu'ils m'auraient rapidement découvert et qu'ils viendraient m'importuner. De ma place, au travers de la baie vitrée, je pouvais observer les jeunes garçons. 2 hommes assez jeunes prirent place à une table sous la véranda. Les serreurs se précipitèrent, chacun offrant ses services. Les hommes refusèrent, et à ma grande surprise, les jeunes garçons n'insistèrent pas et reprirent place au bord du trottoir. Un peu plus tard, 3 clients, sans doute des hommes d'affaires d'après leur costume, quittèrent leur table et s'en allèrent. Immédiatement, les serreurs se ruèrent pour manger les restes de leur repas. En quelques secondes, les assiettes étaient nettoyées. La même chose se produisit chaque fois qu'une table était libérée. Je remarquai que les enfants opéraient méthodiquement. S'ils versaient par mégarde de l'eau sur la table, ils l'épongeaient de leur chiffon à briller. Ils étaient extrêmement minutieux dans leur méthode d'insectes. Ils avalaient aussi bien les cubes de glace laissés dans les verres d'eau que l'écorce et la chair des tranches de citron des tasses de thé. Rien, absolument rien n'était gaspillé. Pendant ce séjour, je compris qu'un accord existait entre le gérant de l'hôtel et les serreurs. Ils pouvaient s'installer aux abords du restaurant pour gagner un peu d'argent avec les clients, et ils étaient autorisés à manger les restes.
En revanche, il ne devait importuner personne et ne rien casser. Il y en avait 11, âgés de 5 à 12 ans. Mais leur aîné subissait un genre d'ostracisme délibéré. Les autres se moquaient de lui en entonnant une chanson racontant qu'il avait déjà des poils au pubis et qu'il était trop vieux pour rester parmi eux. Après les avoir regardés pendant 3 jours s'acharner comme des vautours sur les plus maigres des restes, je me sentis vraiment abattu. En sortant de la ville, je pensais qu'il n'existait aucun espoir pour ces enfants déjà conditionnés par leur lutte quotidienne autour de quelques miettes. « As-tu pitié d'eux » s'exclama Don Juan. « Certainement. »« Pourquoi ?»« Parce que le bien-être de mes semblables me préoccupe. Ces enfants vivent dans un monde laid et médiocre. »« Un moment. Comment peux-tu prétendre que leur monde est laid et médiocre ?» déclara Don Juan d'un ton moqueur. « Tu penses sans doute être mieux loti qu'eux, n'est-ce pas ?»« Certainement. » Il me demanda pourquoi. Je dis que mon monde, comparé à celui de ses enfants, était infiniment plus varié, plus riche en expérience et en chances propres à me satisfaire et à me permettre de me développer. Le rire de Don Juan éclata, sincère mais néanmoins amical. Il m'annonça que j'ignorais ce dont je parlais puisque je n'étais pas en mesure de connaître la richesse et les possibilités du monde de ses enfants. Je me dis que Don Juan s'entêtait. Je pensais vraiment qu'il prenait le contre-pied de mes déclarations simplement pour m'ennuyer. Très honnêtement, j'étais persuadé que ces enfants n'avaient pas la moindre chance de développement intellectuel. J'allais insister à nouveau sur ce point, lorsque brusquement Don Juan me demanda « Ne m'as-tu pas dit un jour que pour un homme le plus grand œuvre consistait, à ton avis, à devenir homme de connaissance ?» Je l'avais dit. Et à nouveau je déclarais que devenir homme de connaissance constituait une des entreprises intellectuelles les plus importantes que je puisse imaginer. « Penses-tu que ton monde d'opulence puisse t'aider à devenir homme de connaissance ?» demanda-t-il d'un ton légèrement sarcastique. Je ne répondis pas. Il reprit la question sous une forme différente, imitant ainsi une pratique que souvent j'adoptais avec lui quand je croyais qu'il m'avait mal compris. « Autrement dit, continua-t-il avec un large sourire de connivence, car il n'ignorait pas que j'étais conscient de son jeu. Ta liberté et les moyens dont tu disposes peuvent-ils t'aider à devenir homme de connaissance ? Non, répondis-je fermement. Alors comment peux-tu avoir pitié de ces enfants ? Reprit-il d'un ton très sérieux. Chacun d'entre eux pourrait devenir un homme de connaissance. Tous les hommes de connaissance que je connais ont été des enfants semblables à ceux que tu as vus en train de dévorer des restes et de lécher les tables. L'argument me laissa perplexe. Je ne m'étais pas apitoyé sur ces enfants déshérités parce qu'ils n'avaient pas assez à manger, mais parce que, selon moi, leur monde les avait condamnés à devenir des handicapés intellectuels. Cependant, d'après Don Juan, chacun d'entre eux pourrait accomplir ce que je pensais être le summum du développement intellectuel. Devenir homme de connaissance. Ma pitié était sans objet. Don Juan m'avait acculé le dos au mur. Il se peut que vous ayez raison, dis-je. Mais comment peut-on réfréner le désir sincère d'aider ses semblables ? Comment penses-tu pouvoir les aider ? En allégeant leur fardeau. Le moins que l'on puisse faire consistait à tenter de les changer. D'ailleurs, c'est ce que vous faites avec moi, n'est-ce pas ? Non, je ne fais rien de tel. J'ignore que changer et pourquoi changer quelque chose dans mes semblables. Et en ce qui me concerne, Don Juan, ne m'avez-vous pas donné vos enseignements de façon que je puisse changer ? Non, je n'essaie pas de te changer. Peut-être deviendras-tu un jour homme de connaissance. Il n'est pas possible de le savoir à coup sûr. Mais cela ne te changera pas. Il se peut qu'un jour tu sois capable de voir les hommes d'une autre façon, et alors tu te rendras compte qu'il n'y a pas moyen de changer quoi que ce soit en eux. Quelle est cette autre façon de voir les hommes ? Quand on voit, les hommes paraissent différents. La petite fumée t'aidera à voir les hommes comme des fibres de lumière. Des fibres de lumière ? Oui, des fibres, comme de blanches toiles d'araignée, des fils très fins, qui vont de la tête au nombril. L'homme ressemble alors à un œuf de fibres vivantes. Ses bras et ses jambes deviennent de lumineux poils de soie scintillant dans toutes les directions. Est-ce que tout le monde a cette apparence ? Tout le monde. De plus, chaque homme est en contact avec tout le reste, non pas avec ses mains, mais grâce à un faisceau de longues fibres jaillies du centre de son ventre. Ces fibres mettent l'homme en relation avec la totalité de son environnement. Elles préservent son équilibre, elles lui confèrent la stabilité. Ainsi, comme tu le verras peut-être un jour, un homme, qu'il soit mendiant ou roi, est un œuf lumineux, et il n'y a pas de manière de changer quoi que ce soit. Ou plutôt, que pourrait-on changer dans cet œuf lumineux ? Quoi donc ? Chapitre 2. Ma visite annonça un nouveau cycle d'apprentissage. Sans aucune peine, je me laissai à nouveau envahir par le plaisir que me donnait son sens dramatique, sa bonne humeur et sa patience envers moi. Il m'a paru clairement que j'avais besoin de le voir plus souvent. Je perdais beaucoup à ne pas être avec Don Juan. Par ailleurs, je désirais lui parler d'un point particulier qui avait vivement retenu mon attention. En effet, une fois mon livre terminé, j'avais réexaminé les notes que j'avais écartées parce qu'elles n'avaient pas trait à mon sujet, les états de réalité non ordinaires. En les dépouillant, j'étais parvenu à la conclusion qu'un habile sorcier pouvait faire naître chez son apprenti les niveaux de perception les plus spécialisés en manipulant des suggestions à propos, disait-il, du milieu social.
Quant à la nature de ces techniques manipulatoires, mon raisonnement se fondait sur l'hypothèse qu'un meneur était indispensable pour conduire un groupe, ou un individu du groupe au niveau de perception adéquat. En prenant pour exemple les réunions du Peyote, j'acceptais le fait que les sorciers participants étaient d'accord sur la nature de la réalité, et cela sans aucun échange visible de mots ou de signes. J'en conclus que pour obtenir un tel accord, ils devaient employer un code très élaboré, et je mis au point un système compliqué pour expliquer ce code. Alors je décidai d'aller voir Don Juan pour lui présenter ce travail et avoir son opinion. 21 mai 1968. Mon voyage se déroula normalement. Dans le désert, il régnait une chaleur torride, très difficile à supporter, et elle subsista tard dans l'après-midi. Au début de la soirée, lorsque j'arrivai chez Don Juan, une brise rafraîchissante s'était levée. Je n'étais pas trop fatigué. Nous allâmes dans sa chambre. Je me sentais à l'aise, calme, et pendant des heures nous poursuivîmes notre conversation, sans que j'eusse le besoin ou le désir de prendre des notes. Nous évoquâmes le temps, les moissons, son petit-fils, les Indiens Yaquis, le gouvernement mexicain, et ainsi de suite. Je mentionnai le plaisir que j'éprouvais à cette conversation dans le noir. Don Juan fit remarquer que cela allait de pair avec ma nature bavarde, que je n'avais vraiment pas à me forcer pour aimer parler dans le noir puisque, à cette heure-là, il s'agissait de la seule chose que je sois capable de faire. Je répliquai que mon plaisir signifiait beaucoup plus que le simple acte de parler, que je savourais aussi l'apaisante chaleur de la nuit autour de nous. Il voulut savoir ce que je faisais chez moi, à Los Angeles, une fois la nuit tombée. Je lui répondis que j'allumais la lumière, ou bien que j'allais marcher dans les rues illuminées jusqu'à ce que le sommeil me gagne. « Oh !» dit-il d'un ton incrédule. « Je pensais que tu avais appris à te servir du noir. »« À quoi peut-il bien servir ?» Il déclara que le noir, ce qu'il appelait la noirceur du jour, était le meilleur moment pour voir. Il insista d'une façon particulière sur le mot « voir », et je voulus savoir la signification de cette inflexion. Mais il prétendit qu'il était déjà trop tard pour entamer une telle explication. Le 22 mai 1968. À mon réveil, et sans autre préambule, j'annonçai à Don Juan que j'avais mis au point un système d'explication de ce qui se produisait pendant une mitote, c'est-à-dire une réunion du Peyote. Je pris mes notes et lus ce que j'avais élaboré. Il m'écouta patiemment essayer de clarifier mon schéma. En bref, je déclarai que je croyais nécessaire l'existence d'un meneur secret qui indiquerait aux participants quand et comment atteindre l'accord adéquat. Je fis remarquer que les gens viennent à une réunion du Peyote pour y chercher la présence de Mescalito et ses leçons sur la juste manière de vivre, que jamais ils n'échangent un mot ou un geste, mais que pourtant ils tombent d'accord sur le moment de la présence de Mescalito et sur le contenu spécifique de sa leçon. En tout cas, c'est ainsi que cela se produisait au mitote auquel j'avais participé. Tous les participants avaient été d'accord sur le fait que Mescalito leur était apparu individuellement et qu'il leur avait donné une leçon. Mon expérience personnelle m'avait appris que la forme de chaque visite individuelle de Mescalito ainsi que la leçon qui en découlait étaient remarquablement homogènes, bien que différents dans le contenu d'un participant à un autre. À mon avis, une telle homogénéité ne pouvait s'expliquer que comme le résultat d'un système d'indication complexe et ingénieux. La lecture et l'explication de mon schéma sur la façon dont se déroulait une mitote dura plus de 2 heures. Je terminai en le priant de me dire quels étaient les processus exacts mis en œuvre pour obtenir un tel accord. Lorsque j'eus fini de parler, il se renfrogna. Je pensais qu'il avait dû trouver mon raisonnement difficile à contrecarrer. Il semblait perdu dans ses méditations profondes. Après un laps de temps raisonnable, je lui demandai ce qu'il pensait de mon travail. Ma question transforma son froncement en un sourire, puis en un rire tonitruant. Nerveusement, j'essayai de rire, puis je m'enquis de la raison de cet éclat. « Tu divagues !» s'exclama-t-il. « Pourquoi faudrait-il que quelqu'un se casse la tête à fournir des indications à un moment aussi important qu'un mitote ? Penses-tu qu'on puisse badiner avec Mescalito ?» Je crus un court instant qu'il s'agissait d'une réponse évasive, qu'il évitait ainsi de répondre à ma question. « Pourquoi donner des explications ?» s'obstina Don Juan. « Tu as participé à des mitotes. Tu devrais savoir que personne ne t'a dit comment te comporter ou bien que faire. Personne si ce n'est Mescalito lui-même. » Je soutiens qu'une telle explication n'était pas logique et je le suppliai de me révéler comment se réalisait l'accord. « Maintenant je sais pourquoi tu es revenu, » reprit Don Juan d'un air très mystérieux. « Je ne puis pas t'aider dans ta recherche, car il n'existe aucun système d'indication. Mais comment tous ces gens peuvent-ils être d'accord sur la présence de Mescalito ? Ils sont d'accord parce qu'ils voient, » répondit Don Juan sur un ton dramatique. Puis il ajouta d'un ton plus banal. « Pourquoi ne viens-tu pas à un autre mitote ? Tu pourras voir par toi-même. » Je sentis le piège. Je ne dis plus rien et je rangeai mes carnets de notes. Il n'insista pas. Plus tard, il me demanda de le conduire chez un de ses amis. Là, nous passâmes le reste de la journée. Au cours de la conversation, John voulut savoir ce qu'était devenu mon intérêt pour le Peyote.
8 ans auparavant, il avait fourni les boutons pour ma première expérience. Je ne sus que lui répondre, mais Don Juan intervint pour dire que tout allait bien. En revenant de chez Don Juan, je voulus lui faire remarquer que je n'avais pas la moindre intention d'en apprendre davantage sur le péyole, car cela exigeait un courage dont je ne me sentais pas capable, et que je ne reviendrais pas sur ma décision d'abandonner. Don Juan sourit et ne répondit pas. Pendant le trajet, je ne cessai de parler comme pour me libérer de l'effet de la question de John. Nous nous assîmes devant la porte. La journée avait été claire et chaude, mais en ce moment de la fin de l'après-midi, la brise devenait très agréable. « Pourquoi tant insister ?» demanda brusquement Don Juan. « Depuis combien d'années dis-tu que tu ne veux plus apprendre ?»« 3. »« Alors pourquoi tant de véhémence à ce propos ?»« Don Juan, j'ai l'impression de vous trahir. C'est sans doute la raison qui me pousse à en parler tout le temps. »« Tu ne me trahis pas. »« J'ai échoué, je me suis enfui, je me sens vaincu. »« Tu fais ce que tu peux. D'ailleurs, tu n'as pas encore été vaincu. Ce que j'ai à t'apprendre est très dur. Moi, par exemple, je l'ai trouvé beaucoup plus dur que toi à acquérir. Mais vous avez tenu bon. Quant à moi, c'est différent, j'ai abandonné. Ce n'est pas parce que je désire apprendre que je suis revenu vous voir, mais uniquement pour que vous m'aidiez à éclaircir un point de mon travail. Pendant un moment, Don Juan me dévisagea, puis il tourna la tête. « Tu dois à nouveau laisser la fumée te guider, » dit-il avec une grande conviction. « Non, Don Juan, je ne puis plus utiliser votre fumée. Je crois m'être déjà donné à fond. Je suis à bout. »« Tu n'as même pas commencé. »« J'ai trop peur. »« Ainsi tu as peur. Cette peur n'a rien de surprenant. Ne pense plus à ta peur. Pense seulement aux merveilles du fait de voir. Je voudrais vraiment pouvoir penser à de telles merveilles, mais je n'y arrive pas. Lorsque je pense à votre fumée, une sorte d'obscurité m'enveloppe, comme s'il n'y avait plus personne sur terre. Personne vers qui se tourner. Don Juan, votre fumée m'a révélé le fond de la solitude. Ce n'est pas vrai. Regarde-moi. Par exemple, la fumée est mon allié, et je ne ressens pourtant pas cette solitude. Vous êtes différent. Vous avez dominé votre peur. Don Juan me tapota gentiment l'épaule. « Tu n'as pas peur, » dit-il d'une voix curieusement réprobatrice. « Don Juan, pourquoi mentirais-je ?»« Les mensonges ne m'intéressent pas, reprit-il avec sévérité. Je m'intéresse à quelque chose d'autre. La raison pour laquelle tu ne veux plus apprendre n'est pas la peur, c'est quelque chose d'autre. » Je le priai instamment de s'expliquer sur ce point. Je le suppliai, mais en vain. Il hochait la tête en signe d'incrédulité, comme s'il ne pouvait pas croire que j'ignorais la raison de ma réticence à reprendre l'apprentissage. J'avançai que c'était peut-être mon inertie qui m'empêchait d'apprendre. Il voulut connaître le sens du mot inertie. Je lus dans le dictionnaire « propriété de la matière de demeurer au repos quand elle s'y trouve, ou si elle est en mouvement de continuer dans la même direction, à moins qu'une force extérieure ne l'influence. »« À moins qu'une force extérieure ne l'influence, répéta-t-il. Voilà le meilleur mot que tu as découvert. Je te l'ai déjà dit, seul un toqué entreprendrait volontairement la tâche de devenir homme de connaissance. C'est par la ruse qu'on y engage l'homme équilibré. Je suis persuadé qu'il doit y avoir des tas de gens désireux d'entreprendre une telle tâche, lui dis-je. Oui, mais cela ne compte pas. En général, ils sont fêlés. Ils ressemblent à ces gourdes en apparence parfaite, mais qui perdent au moment où elles sont soumises à un peu de pression, dès l'instant où tu les remplis d'eau. Une fois déjà, j'ai dû ruser pour t'amener à apprendre. Un peu comme mon bénéfacteur s'était lui aussi joué de moi. Sinon, jamais tu n'aurais tant appris. Peut-être que voici revenu le moment de ruser avec toi. La supercherie à laquelle il faisait allusion constitua le moment crucial de mon apprentissage. Il y avait bien des années, cependant dans mon souvenir elle avait conservé la vivacité des choses toutes récentes. Par d'habiles manipulations, Don Juan m'avait obligé à une confrontation directe et terrifiante avec une femme que l'on disait sorcière. De ce combat résulta une profonde animosité de sa part. Don Juan fit usage de ma peur pour justifier la poursuite de l'apprentissage. Cela en prétendant qu'il me fallait absolument apprendre plus de sorcellerie pour pouvoir me protéger des assauts magiques de cette sorcière. Et la ruse de Don Juan m'insuffla la certitude que pour conserver la vie, une seule issue existait, apprendre davantage. Si vous avez l'intention de m'effrayer à nouveau avec cette jeune femme, je ne reviendrai plus, déclarai-je. Don Juan éclata d'un rire joyeux. Ne t'inquiète pas, dit-il d'un ton réconfortant. Les ruses fondées sur la peur n'ont plus prise sur toi. Tu n'as plus peur. Mais si besoin est, je pourrais me jouer de toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Pour cela, tu n'as absolument pas besoin d'être ici. Il plaça ses bras derrière sa nuque, puis s'allongea pour dormir. Pendant 2 heures, presque jusqu'à la nuit complète, je travaillai à mes notes. Don Juan se rendit compte que j'écrivais. Il se releva, sourit et me demanda si j'avais résolu mon problème par l'écriture. Le 23 mai 1968. Nous parlions d'Oaxaca. Je racontai à Don Juan qu'arrivant dans cette ville un jour de marché, jour où la foule des Indiens descend des montagnes environnantes pour venir vendre des légumes et toutes sortes de bibelots, un vendeur de plantes médicinales retint toute mon attention. Il portait une boîte dans laquelle il avait placé de petits bocaux renfermant des plantes sèches et rabougries,
Et au milieu de la rue, tout en brandissant un de ses bocaux, il entonnait une rengaine assez remarquable. « J'ai ici pour les puces, les mouches, les moustiques et les limaces, et aussi pour les cochons, les chevaux, les chèvres et les vaches. J'ai tout ce qu'il faut pour toutes les maladies de l'homme. Les oreillons, la rougeole, les rhumatismes et la goutte. J'ai ici pour le cœur, le foie, l'estomac et les reins. Approchez, mesdames et messieurs. J'ai ici pour les puces, les mouches, les moustiques et les limaces. » Longtemps je restai à l'écouter. Son procédé consistait à énumérer une longue liste des maladies de l'homme pour lesquelles il prétendait avoir un remède. Et pour donner un rythme à sa rengaine, il faisait un silence après chaque série de 4 mots. Don Juan mentionna qu'au temps de sa jeunesse, il avait lui aussi vendu des herbes au marché d'Oaxaca. Il se souvenait encore de son boniment pour inciter les éventuels acheteurs, et il le fit pour moi. Il me dit qu'il préparait, avec son ami Vicente, des mélanges médicinaux. Ces préparations agissaient vraiment, précisa-t-il. Mon ami Vicente faisait de remarquables extraits de plantes. Je lui dis qu'une fois, au cours d'un de mes voyages, j'avais rencontré son ami Vicente. Surpris, Don Juan voulut en savoir plus. J'allais traverser Durango lorsque je me souvins que Don Juan m'avait un jour dit que je devais rendre visite à un de ses amis qui y vivait. Je le cherchai, le trouvai, et nous parlâmes un certain temps. Avant mon départ, il me donna un sac contenant quelques plantes, ainsi que toutes les instructions pour replanter l'une d'elles. En me dirigeant vers Agas Calientes, je fis un arrêt. Je pris soin de vérifier qu'il n'y avait personne aux alentours. Pendant 10 minutes au moins, j'observai la route et les environs. Aucune maison n'était visible, il n'y avait pas de bétail pâturant le long de la route. Je m'étais arrêté au sommet d'une petite colline de façon à avoir vue sur la route dans les 2 directions. Elle semblait déserte aussi loin que je puisse voir. Il me fallut quelques minutes pour m'orienter et récapituler les instructions de Don Vicente. Pour arroser la plante, je pris avec moi une bouteille d'eau minérale, j'essayai de la décapsuler avec la tige de fer dont je m'étais servi pour creuser, mais la bouteille explosa et un éclat de verre trancha ma lèvre supérieure qui se mit à saigner. Je revins à ma voiture pour prendre une autre bouteille. Pendant que je la sortais du coffre, un homme qui conduisait une fourgonnette s'arrêta pour me demander si j'avais besoin d'aide. Je répondis que tout allait bien, et il s'en alla. Une fois la plante arrosée, je me dirigeai vers la voiture, lorsque, à environ 30 mètres de la route, j'entendis des voix. Rapidement, je descendis à la pente pour découvrir à côté de ma voiture 2 Mexicains et une Mexicaine. L'homme assis sur le pare-choc avait environ 30 ans. Ses cheveux étaient noirs et bouclés. Il était de taille moyenne, portait un sac de toile sur son dos et suait abondamment. Son accoutrement consistait en une paire de vieux pantalons, d'une chemise rose très usée, de chaussures aux lacets dénoués et bien trop grandes pour ses pieds. L'autre homme attendait debout, environ 10 mètres plus loin. Il était plus petit et plus mince. Il avait les cheveux longs peignés en arrière. Il devait avoir environ 50 ans. Il portait des vêtements mieux coupés, une veste bleu foncé, un pantalon bleu ciel et des chaussures noires. Il ne transpirait pas. Sur son dos, il avait un petit sac. Il semblait très réservé et affichait un certain détachement. La femme devait avoir près de 40 ans. Elle était boulotte et très foncée de peau. Elle s'était affublée de pantalons noirs très étroits, d'un maillot blanc et de chaussures noires à hauts talons. Elle n'avait pas de sac, mais seulement un poste de radio portatif. Elle semblait fatiguée et des gouttes de sueur perlaient sur son visage. La jeune femme et le jeune homme m'abordèrent pour me demander de les transporter. Je répondis qu'il n'y avait pas de place. Ils pouvaient se rendre compte que la banquette arrière était surchargée, qu'il m'était impossible de tous les amener. L'homme proposa une solution. Je conduirais lentement et ils pourraient s'installer sur le pare-choc arrière ou sur le capot. Cette proposition me parut absurde, mais ils insistèrent. Cela me déconcerta et m'attrista. Je leur proposai l'argent pour prendre l'autobus. Le jeune homme prit les billets et me remercia, mais dédaigneusement son compagnon tourna le dos. « J'ai besoin d'une place, dit-il. Je n'ai pas besoin d'argent. » Puis il me fit face. « Pouvez-vous nous donner de quoi à manger ou boire ?» Je n'avais rien à leur offrir. Pendant un moment, ils restèrent là à me dévisager, puis s'en allèrent. Je montai dans ma voiture et j'essayai de la mettre en marche. Il faisait très chaud, le moteur devait être noyé et elle ne voulut pas partir. En entendant le grignotement du démarreur, le jeune homme s'arrêta, revint sur ses pas, se plaça derrière la voiture prête à pousser. J'eus très peur. J'avais le souffle court. Enfin le moteur toussa et se mit à tourner. Je partis sur le champ. Une fois mon récit terminé, Don Juan demeura pensif. Sans tourner la tête, il me demanda « Pourquoi ne pas m'avoir raconté cela auparavant ?» Je ne savais que lui répondre. Je haussai les épaules et je déclarai ne pas avoir pensé qu'un tel incident eût de l'importance. « C'est d'une sacrée importance, enchaîna-t-il. Vicente est un sorcier de première classe. S'il te donna quelque chose à planter, c'est qu'il avait ses raisons. Et si tu rencontras des gens sortis d'on ne sait où, immédiatement après avoir mis en terre cette plante, ce n'est pas sans raison. Seul un imbécile comme toi peut négliger un tel incident et penser qu'il soit dénué de toute importance. » Il voulut savoir exactement tout ce qui s'était passé pendant ma visite à Don Vicente. Je récapitulai. En traversant la ville, je passai près du marché. Alors me vint à l'esprit l'idée de chercher Don Vicente. J'entrai dans le marché et me dirigeai vers la partie réservée aux plantes médicinales.
Je découvris 3 étals en ligne gardés par 3 grosses vendeuses. J'allai un peu plus loin, et au tournant de l'allée, il y avait un autre étal tenu par un petit homme aux cheveux blancs. Il était en train de vendre une cage à oiseaux à une femme. En attendant qu'il soit seul, je me promenai aux alentours, puis revins pour lui demander s'il connaissait Vicente Medrano. Sans me répondre, il me dévisagea. « Que lui veux-tu à ce Vicente Medrano ?» dit-il après un long silence. Je lui dis que je le cherchais pour le saluer au nom de l'un de ses amis, et je mentionnai le nom de Don Juan. Le vieil homme ne me quitta pas du regard, puis me dit qu'il était Vicente Medrano, pour me servir. Il me fit asseoir. Il semblait heureux de la visite, conservait un calme parfait et marqua l'entrevue d'un ton sincèrement amical. Je lui parlai de mon amitié avec Don Juan, et j'eus l'impression qu'un rapport de sympathie s'instaurait immédiatement entre nous. Il me raconta qu'il connaissait Don Juan depuis l'époque où tous les deux devaient avoir 20 ans, et il ne cessa pas de me faire des louanges de son ami. Vers la fin de notre conversation, il déclara d'un ton de voix vibrant. Juan est un vrai homme de connaissance. Je me suis moi-même un moment attaché au pouvoir des plantes. Leurs propriétés curatives m'ont toujours intéressé. J'avais même fait une collection d'ouvrages de botanique que je viens de vendre tout récemment. Il garda le silence un bref moment, se frotta le menton à 2 reprises, comme s'il cherchait le mot exact pour exprimer sa pensée. « Tu pourrais dire que je suis seulement un homme de connaissance lyrique, » dit-il enfin. « Je ne suis pas comme Juan, mon frère indien. » Il se replongea dans le silence. Ses yeux étaient comme de verre, fixés au sol, un peu à ma gauche. Puis il se tourna vers moi et presque dans un murmure me confia. « Oh, à quelle hauteur mon frère indien plane-t-il » Don Vicente se leva. Notre conversation semblait terminée. Si n'importe qui avait fait ce genre de déclaration concernant son frère indien, je l'aurais prise pour un cliché. Cependant, le ton de Don Vicente était vraiment sincère, et il y avait dans ses yeux une telle limpidité que je me laissai emporter par l'image de son frère indien planant à d'incroyables hauteurs. Et je crus qu'il pensait réellement ce qu'il disait. « Connaissance lyrique, mon œil !» s'exclama Don Juan. « Vicente est un brujo. Pourquoi es-tu allé le voir ?» Je lui rappelai qu'il m'avait lui-même incité à faire cette visite. « C'est ridicule !» s'exclama-t-il d'un ton dramatique. « Un jour je t'ai dit que lorsque tu sauras comment voir, tu devras rendre visite à mon ami Vicente. Voilà ce que je t'avais dit. Probablement tu n'écoutais pas bien. » Je répliquai que je ne voyais rien de dramatique dans le fait d'avoir rencontré Don Vicente. Tout s'était bien passé. Ses manières et sa gentillesse m'avaient enchanté. Don Juan dodelina la tête de gauche à droite, et d'un ton plaisantin exprima son ahurissement face à ce qu'il nommait ma chance déconcertante. Il ajouta que ma visite chez Don Vicente avait été comme entrer dans la tanière d'un lion en brandissant une brindille. Une certaine agitation semblait l'avoir gagné, et malgré tous mes efforts de réflexion, je n'arrivais pas à discerner de raison valable à son tracas. Don Vicente était un homme remarquable. Il semblait si fragile et son regard étrange, hanté, le rendait presque éthéré. Je voulus savoir comment une personne resplendissante d'amitié pouvait être dangereuse. « Tu es un sacré imbécile, dit-il, me regardant un moment avec dureté. Ce n'est pas lui qui te causera le moindre mal. La connaissance, c'est la puissance. Et une fois que l'homme prend la route de la connaissance, il n'est plus responsable de ce qui peut arriver à ceux qui le côtoient. Tu aurais dû lui rendre visite seulement après avoir assez appris pour pouvoir te défendre. Non pas contre lui, mais contre le pouvoir qui l'a harnaché, qui, ceci dit en passant, n'est ni le sien ni celui de n'importe qui. En apprenant que tu étais mon ami, Vicente supposa que tu savais comment te protéger. Et il t'a fait un cadeau. Il semble qu'il t'ait apprécié. Il a dû te faire un très grand cadeau, mais tu l'as gâché. Quel dommage. Le 24 mai 1968. Presque toute la journée, je tourmentais Don Juan pour qu'il me révèle la nature du cadeau de Don Vicente. Je m'appuyais de diverses façons sur la différence qui me séparait de lui. Ce qui pour lui s'expliquait naturellement pouvait me rester totalement incompréhensible. « Combien de plantes t'a-t-il donné ?» se décida à demander Don Juan. « 4, lui dis-je. Mais je n'en étais même pas certain. Puis il voulut exactement savoir le déroulement des événements entre le moment où j'avais quitté Don Vicente et celui où je m'arrêtais au bord de la route. Mais je ne me souvenais plus de rien. Le nombre des plantes est très important, ainsi que le déroulement des événements, déclara-t-il. Comment pourrais-je découvrir quel était ton cadeau si tu ne peux pas te souvenir de ce qui s'est passé ? Je m'efforçai de reconstituer la suite des événements, mais je n'y parvins pas. Si au moins tu pouvais te souvenir de tout ce qui s'est passé, je pourrais au moins te dire comment tu en es arrivé à gâcher ton cadeau. Don Juan avait vraiment l'air préoccupé. Il me pressa de me rappeler ce qui s'était passé, mais ma mémoire s'y refusait totalement. « Don Juan, à votre avis, en quoi ai-je fait une faute ?» lançai-je seulement pour entretenir la conversation. « En tout. Mais j'ai pourtant suivi à la lettre les instructions de Don Vicente. Et alors, ne comprends-tu pas que suivre ces instructions n'avait aucun sens ? Pourquoi ? Parce que ces instructions étaient destinées à quelqu'un capable de voir, et non à un imbécile qui s'en est tiré par une chance incroyable. Tu es allé voir Don Vicente sans être prêt, il a eu un faible pour toi et t'a fait un cadeau qui facilement aurait pu te coûter la vie.
Mais pourquoi m'a-t-il offert une chose aussi sérieuse? Puisqu'il est sorcier, il aurait dû savoir que je ne connais rien à rien. Non, cela il ne pouvait pas le voir. Tu offres l'apparence de quelqu'un qui sait, alors qu'en fait tu connais bien peu. Je précisai que jamais, tout au moins de manière délibérée, je ne l'avais abusé. Ce n'était pas cela dont je parlais, dit-il. Si tu avais joué au vantard, Vicente s'en serait rendu compte. Il y a quelque chose de pire que de prétendre. Quand je te vois, tu m'apparais comme si tu possédais une grande connaissance, et cependant je sais qu'il n'en est rien. Don Juan, qu'ai-je l'air de connaître? Les secrets du pouvoir, bien sûr. La connaissance d'un brujo. Donc, Vincent t'a vu, et il t'a fait un cadeau. Et avec cela, tu t'es comporté à la façon des chiens qui ont la panse pleine. Un chien, lorsqu'il n'en veut plus, pisse sur la nourriture pour que les autres chiens ne la mangent pas. C'est exactement ce que tu as fait avec ton cadeau. Maintenant, et pour toujours, tu ignoreras ce qui s'est passé. Tu as perdu un cadeau remarquable. Quel gaspillage. Pendant un moment, il se calma, puis il haussa les épaules et me sourit. Il est inutile de se plaindre, et cependant, il est vraiment difficile de ne pas le faire. Dans la vie d'un homme, les cadeaux de pouvoir sont extrêmement rares. Moi, par exemple, jamais je n'en ai reçu. À ma connaissance, très peu de gens en ont un. C'est une honte d'avoir gaspillé une chose absolument unique. Don Juan, je ne comprends pas ce que vous dites. Y a-t-il maintenant quelque chose que je puisse faire pour récupérer le cadeau? Il éclata de rire tout en répétant plusieurs fois. Récupérer le cadeau. Voilà qui sonne bien, dit-il. J'aime ça. Cependant, il n'y a absolument rien à faire pour récupérer ton cadeau. Le 25 mai 1968. Don Juan consacra la majeure partie de la journée et de son temps à me montrer comment fabriquer de simples pièges pour attraper de petits animaux. Toute la matinée, nous avions coupé et écorcé des branches. Dans ma tête, je jonglais avec bien des questions que je désirais lui poser. Pendant qu'il travaillait, je tentais de lui parler. Mais il me répondait par une plaisanterie. J'étais le seul, annonça-t-il, à pouvoir remuer en même temps mes doigts et mes lèvres. Malgré tout, lorsque nous nous assîmes pour nous reposer, je laissai échapper une question. Voir, comment est-ce? Pour le savoir, il te faudra apprendre à voir. Je ne peux pas te le dire. S'agit-il d'un secret que vous ne pouvez pas me révéler? Non, simplement quelque chose que je ne peux pas te décrire. Pourquoi? Cela n'aurait pour toi aucun sens. Essayez, Don Juan, peut-être qu'avec moi cela aura un certain sens. Non, tu dois toi-même faire cet effort. Une fois que tu auras appris, tu pourras voir chacune des choses de ce monde d'une façon différente. Alors, Don Juan, vous ne voyez plus le monde à la façon habituelle? Je peux le voir de deux façons. Quand je désire regarder le monde, je le vois à ta façon. Mais quand je veux le voir, je le regarde de la façon que je connais, et je le perçois d'une façon différente. Les choses gardent-elles toujours la même apparence chaque fois que vous les voyez? Les choses ne changent pas. Tu changes ta façon de regarder, c'est tout. Don Juan, je voulais dire que si, par exemple, vous voyez le même arbre, sera-t-il toujours semblable chaque fois que vous le verrez? Non. Il change et cependant il reste le même. Mais si le même arbre change chaque fois que vous le voyez, voir pourrait être une simple illusion? Il éclata de rire. Et prenant une attitude pensive, il ne me répondit pas immédiatement. Enfin, il déclara « Chaque fois que tu regardes une chose, tu ne la vois pas. Tu ne fais que la regarder. Sans doute pour être certain qu'il y a là quelque chose. Puisque voir ne te concerne pas, chaque fois que tu regardes les choses, elles semblent à peu près identiques. Lorsqu'on apprend à voir, chaque fois qu'on voit une chose, elle est différente, et pourtant c'est la même. Je t'ai déjà dit qu'un homme se voit comme un œuf. Chaque fois que je vois le même homme, je vois un œuf. Et cependant, ce n'est jamais le même œuf. Mais alors, puisque rien n'a jamais la même apparence, il doit être impossible de reconnaître quelque chose. Quel est donc l'avantage d'apprendre à voir? Tu peux différencier les choses, tu peux les voir telles qu'elles sont réellement. Je ne vois donc pas les choses telles qu'elles sont réellement? Non. Tes yeux n'ont appris qu'à regarder. Souviens-toi par exemple de ces trois personnes, ces Mexicains que tu as rencontrés. Tu me les as décrits dans le moindre détail. Tu m'as même précisé comment ils étaient habillés. Et cela suffit pour me prouver que tu ne les avais pas réellement vus. Si tu avais été capable de voir, tu aurais immédiatement su qu'il ne s'agissait pas de personne. Il ne s'agissait pas de personne? Alors qu'était-il? Il ne s'agissait pas de personne, c'est tout. Mais c'est impossible, ils étaient comme vous et moi. Non, ils n'étaient pas comme toi et moi, j'en suis certain. Je lui demandai s'il s'agissait de fantômes, d'esprits ou de l'âme de personnes décédées. Il répondit qu'il ignorait ce qu'étaient les fantômes, les esprits et les âmes. Je traduisis en espagnol la définition donnée pour le mot fantôme par le dictionnaire Webster. L'esprit supposé incorporel d'une personne morte, que l'on conçoit comme apparaissant au vivant telle une apparition pâle et indécise. Puis celle d'esprit. Un être supernaturel, particulièrement celui que l'on pense être, comme un fantôme ou comme habitant une certaine région, doué de caractère, bon ou mauvais. Il déclara qu'on pouvait peut-être les désigner par esprit, bien que la définition que j'avais lue ne suffise pas à les décrire de manière adéquate. Sont-ils un genre de gardien? Non, ils ne gardent rien. Sont-ils des surveillants? Veillent-ils au-dessus de nous? Ce sont des forces, ni bonnes ni mauvaises, seulement des forces qu'un brujo apprend à harnacher. Don Juan, sont-ils des alliés? Oui, ils sont les alliés d'un homme de connaissance. Il y avait 8 ans que durait notre association,
Et pourtant, c'était la première fois que Don Juan abordait la définition de l'allié. Définition que j'avais dû lui demander des dizaines et des dizaines de fois sans aucun succès. En général, il éludait ma question en disant que comme je savais très bien ce qu'était un allié, il serait idiot de formuler ce que je savais déjà. Cette franche déclaration concernant la nature de l'allié constituait quelque chose de nouveau, et je me sentis désireux de pousser Don Juan dans ses retranchements. Vous m'aviez dit que les alliés étaient contenus dans les plantes, dans le datura et dans les champignons. Je ne t'ai jamais dit cela, répondit-il avec assurance. Chaque fois, tu sautes à pieds joints sur tes propres conclusions. Mais Don Juan, je l'ai pourtant noté par écrit. Tu peux écrire tout ce que tu voudras, mais ne prétends pas que j'ai dit une telle chose. Je lui rappelai qu'il m'avait en premier lieu déclaré que l'allié de son bénéfacteur était le datura, et que le sien était la petite fumée, puis que plus tard il avait éclairci cela en disant que l'allié était contenu dans chaque plante. Non, ce n'est pas exact, dit-il en fronçant les sourcils. Mon allié est la petite fumée, ce qui ne signifie pas que mon allié soit dans le mélange à fumer, ou dans les champignons, ou dans ma pipe. Il faut tous les réunir pour me transporter à l'allié, et cet allié je peux pour des raisons très personnelles le nommer la petite fumée. Il précisa ensuite que les 3 personnes que j'avais vues, personnes qu'il nommait ceux qui ne sont pas des gens, los que no son gente, étaient en réalité les alliés de Don Vincente. Je ne pus m'empêcher de mentionner la différence qu'il avait lui-même établie entre Mescalito et un allié. Un allié ne pouvait pas être vu, alors qu'on pouvait aisément voir Mescalito. Cet argument nous entraîna dans une longue discussion. Il dit qu'il avait énoncé l'idée qu'un allié ne pouvait pas être vu parce qu'un allié adoptait n'importe quelle forme. Quand je lui fis remarquer qu'il avait aussi une fois dit que Mescalito adoptait n'importe quelle forme, Don Juan conclut la conversation en disant que le fait de voir auquel il se référait n'était pas l'habituelle action de regarder les choses, et que ma confusion résultait de mon insistance à vouloir toujours parler. Quelques heures plus tard, Don Juan lui-même recommença à parler des alliés. J'avais eu l'impression de l'avoir importuné avec mes questions. Par conséquent, je n'avais plus insisté. Il me montrait comment construire un piège à lapin. Je devais courber un long bâton pour qu'il puisse passer une ficelle reliant les 2 extrémités. Bien qu'assez mince, le bâton réclama une force considérable pour être arqué de façon adéquate. Mes bras et ma tête tremblaient sous cet effort. Lorsqu'il eut enfin fixé la ficelle, j'étais épuisé. Nous nous assîmes et commençâmes à discuter. Il déclara qu'il lui semblait évident que si je ne pouvais pas en parler, une chose me resterait toujours incompréhensible, mais que mes questions ne le gêneraient pas. D'ailleurs, il désirait me parler des alliés. L'allié n'est pas dans la fumée. La fumée te transporte où se trouve l'allié. Et lorsque tu ne fais qu'un avec l'allié, tu n'auras plus jamais besoin de fumer. À partir de ce moment-là, tu pourras convoquer ton allié à volonté et lui faire accomplir tout ce que tu désireras. Les alliés ne sont ni bons ni mauvais, mais ils sont mis en œuvre par les sorciers dans n'importe quel but, s'ils le jugent utile. Je suis très heureux d'avoir pour allié la petite fumée car elle exige peu de choses de ma part. Il est constant et il est juste. Comment un allié vous apparaît-il, Don Juan? Ainsi, ces 3 personnes que je vis ressemblaient à des gens ordinaires. Pour vous, quelle apparence auraient-ils eu? Lorsque tu les vois, les vrais gens ont l'apparence d'œufs lumineux. Les fausses gens ont toujours l'apparence de gens. C'est ce que j'ai voulu exprimer en disant qu'il était impossible de voir un allié. Les alliés prennent des formes différentes. Ils ont l'apparence de chiens, de coyotes, d'oiseaux, parfois même de broussailles roulées par le vent, de tout ce que tu voudras. La seule différence est que lorsque tu les vois, ils gardent l'apparence de ce qu'ils prétendent être. Quand tu vois, chaque chose possède sa propre manière d'être. Comme les hommes qui ont l'apparence d'œufs, les autres choses ont une autre apparence. Mais les alliés ne peuvent être vus que sous la forme qu'ils ont choisi d'adopter. Cette forme est d'ailleurs suffisante pour tromper les yeux, c'est-à-dire nos yeux, car ni un chien ni un corbeau ne s'y tromperaient. Pourquoi voudrait-il ainsi nous tromper? Je crois que c'est nous qui sommes des clowns. Nous ne trompons que nous-mêmes. Les alliés adoptent simplement la forme de n'importe quoi aux alentours, et c'est nous qui les prenons pour ce qu'ils ne sont pas. Il ne faut pas les blâmer du fait que nous n'apprenons à nos yeux qu'à regarder les choses. Don Juan, je ne comprends pas très bien leur rôle. Que font-ils dans ce monde? C'est exactement comme si tu me demandais ce que font les hommes dans le monde. Je n'en sais vraiment rien. Nous sommes là, c'est tout. Comme nous, les alliés sont là, et peut-être y étaient-ils avant nous. Don Juan, que voulez-vous dire? Avant nous? Nous, les hommes, n'avons pas toujours été là. Voulez-vous dire ici, dans ce pays, ou dans le monde? La question suscita une longue controverse. Don Juan déclara que pour lui, il n'y avait que le monde, l'endroit où il posait ses pieds. Je lui ai demandé comment savait-il que nous n'avions pas toujours été dans le monde. Très simplement, me répondit-il. Nous, les hommes, savons très peu de choses sur le monde. Un coyote en connaît bien plus que nous. Un coyote est rarement trompé par l'apparence du monde. Alors, comment se fait-il que nous puissions les attraper et les tuer? Si l'apparence des choses ne les trompe pas, comment meurent-ils si facilement? Don Juan me fixa du regard jusqu'à ce que je me sente mal à l'aise. Tu peux piéger, empoisonner ou tirer un coyote. Quelle que soit la façon dont nous nous y prenions, un coyote reste pour nous une proie facile parce qu'il n'est pas habitué aux machinations des hommes. Cependant, s'il survit, tu peux être certain que tu ne l'attraperas plus jamais. Un bon chasseur sait cela. Et jamais il ne place son piège au même endroit.
car si un coyote meurt au piège, tous les coyotes peuvent voir sa mort qui s'attarde à cet endroit, donc ils éviteront le piège et le lieu où il était placé. Par contre, nous ne voyons jamais la mort qui traîne là où un de nos semblables mourut. Nous pourrions la soupçonner, mais jamais la voir. Un coyote peut-il voir un allié? Évidemment. Sous quelle apparence? Pour savoir cela, il faudrait devenir coyote. Cependant, je puis te dire que pour un corbeau, un allié apparaît sous la forme d'un chapeau pointu, un chapeau large et rond à la base, se terminant par une longue pointe. Certains sont brillants, mais la plupart restent mat et semblent très lourds. Ils ressemblent à un tissu ruisselant. Ce sont des formes à présage. Don Juan, lorsque vous les voyez, quelle apparence ont-ils? Je te l'ai déjà dit, ils ont l'apparence de ce qu'ils prétendent être. Ils prennent la taille et la forme qui leur convient. Ils pourraient aussi bien avoir la forme d'un caillou que d'une montagne. Est-ce qu'ils parlent, ou rient, ou font des bruits? En compagnie des hommes, ils se comportent comme des hommes. En compagnie des animaux, ils se comportent comme des animaux. En général, les animaux sont effrayés par leur présence. Cependant, s'ils prennent l'habitude de voir des alliés, ils les laissent à l'écart. Ce que, d'une certaine façon, nous faisons aussi. Parmi nous, il y a des quantités d'alliés, mais nous ne nous en rendons pas compte. Puisque nos yeux ne peuvent que regarder les choses, nous ne les voyons même pas. Voulez-vous dire que parmi les gens que je vois dans la rue, certains ne sont pas réellement des gens? Demandai-je complètement déconcerté par ces déclarations. Certains n'en sont pas, dit-il en pesant soigneusement ses mots. Cela me sembla complètement absurde. Mais je ne pouvais imaginer Don Juan prêt à lancer une telle affirmation simplement pour se satisfaire d'un effet assez facile. Je lui déclarai que tout cela ressemblait à une histoire de science-fiction concernant les êtres d'une autre planète. Il précisa que peu lui importait la comparaison, il n'en demeurait pas moins que certaines personnes dans la rue n'étaient pas des personnes. Pourquoi penser que chaque personne d'une foule est un être humain? Me demanda-t-il d'un ton très sérieux. Je ne pouvais vraiment pas expliquer pourquoi, et je fis remarquer que j'étais habitué à penser ainsi, qu'il s'agissait de ma part d'un acte de pure bonne foi. Il me décrivit combien il aimait se placer en observation là où il y avait beaucoup de gens, et comment parfois il pouvait voir une foule d'hommes sous forme d'œufs, et au milieu de la masse des créatures en forme d'œufs repérer une forme qui avait l'apparence d'un homme. J'ai beaucoup de plaisir à agir ainsi, dit-il en riant. J'aime m'asseoir dans les jardins publics, dans les gares routières et observer les gens. Parfois je puis repérer un allié du premier coup. D'autres fois je ne peux voir que de vrais hommes. Un jour j'ai vu 2 alliés assis côte à côte dans un autobus. C'est d'ailleurs la seule fois où j'en vis 2 ensemble. En voir 2 ensemble, est-ce pour vous une chose significative? Évidemment. Tout ce qu'ils font est significatif. C'est de leurs actions que le brûlot extrait parfois sa puissance. Même s'il n'a pas un allié personnel, un brûlot, pour autant qu'il sache voir, peut manier le pouvoir en observant les actions des alliés. Mon bénéfacteur m'enseigna comment procéder. Et avant d'avoir mon allié, pendant des années j'observais des foules de gens pour y repérer les alliés. Et chaque fois que j'en vis un, il m'enseigna quelque chose. Toi, tu es tombé sur 3 d'entre eux. Quelle leçon extraordinaire n'as-tu pas gaspillée? Jusqu'à ce que nous eussions terminé l'assemblage du piège à lapin, il garda le silence. Alors il se tourna vers moi, et brusquement me déclara, comme s'il venait de s'en souvenir, qu'une autre chose importante concernant les alliés était que lorsqu'on en découvrait 2 ensemble, il s'agissait souvent de 2 de même genre. Les 2 alliés qu'il avait aperçus étaient 2 hommes. Mais puisque j'avais rencontré 2 hommes et une femme, il fallait en conclure que mon expérience était encore plus inhabituelle. Je lui demandai si les alliés pouvaient prendre une forme d'enfant, si ces enfants seraient ou non du même sexe, si les alliés prenaient l'apparence des gens de races différentes, s'ils pouvaient composer une famille, hommes, femmes et enfants. Et pour en finir, je voulus savoir s'il avait vu un allié conduire une automobile ou un autobus. Don Juan ne me répondit pas. Il souriait et me laissait parler. À ma dernière question, il ne se contint plus et éclata de rire. Il dit que je ne faisais pas attention à mes questions, qu'il aurait été préférable de demander s'il avait vu un allié conduisant un engin à moteur. N'oublie pas les motos, surtout pas, ajouta-t-il avec un éclair espiègle dans les yeux. Je crus qu'il se moquait de mes questions, qu'il plaisantait et s'amusait. Son rire me gagna. Puis il expliqua que les alliés ne pouvaient ni diriger ni agir sur quelque chose directement. Cependant, de manière indirecte, ils pouvaient agir sur l'homme. Don Juan précisa que le contact avec un allié était dangereux, car l'allié était capable d'attiser le plus mauvais côté d'un homme, puisqu'il fallait réduire au minimum tout ce qui n'était pas indispensable à la vie, car cela constituait la seule façon de résister à l'impact d'une telle rencontre. Puis il raconta que son bénéfacteur, lorsqu'il avait pour la première fois rencontré son allié, avait été poussé à se brûler, ce qui l'avait effrayé plus que si un puma l'avait mordu. Quant à lui-même, il s'était brûlé au genou et à l'épaule, lorsqu'un allié l'avait poussé dans un feu de bois. Mais quand fut venu le moment où il ne fit qu'un avec l'allié, les cicatrices disparurent. Chapitre 3. Le 10 juin 1968, nous entreprîmes un long voyage pour aller à Amitot. Il y avait des mois que j'espérais avoir cette occasion, et malgré ma vive impatience, je n'étais pas certain que je désirais vraiment y participer. Je pensais que mon hésitation venait de ma peur d'être obligé de prendre du peyote au cours de la réunion, alors que je n'en avais aucunement envie. Bien des fois je m'étais ouvert à Don Juan sur ce point. Au début, plein de patience, il riait.
Puis un jour, il déclara très fermement qu'il ne voulait plus entendre parler de ma peur. Quant à moi, je considérais le mythote comme un terrain d'expérience pour vérifier mon schéma. Je n'avais jamais entièrement rejeté l'idée qu'un meneur occulte était indispensable pour assurer l'accord des participants. D'une certaine façon, j'avais l'impression que Don Juan avait écarté mon hypothèse de travail pour des raisons personnelles. C'est-à-dire parce qu'il jugeait plus efficace d'expliquer tout ce qui se produisait pendant un mythote en fonction du fait de voir. J'étais parfaitement conscient que mon désir de découvrir une explication, à mon avis raisonnable, allait à l'encontre de ce qu'il désirait me faire accomplir. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il avait décidé de rejeter mon raisonnement, ainsi qu'il le faisait avec tout ce qui n'était pas conforme à son système. Cependant, peu avant le départ, Don Juan me mit à l'aise en déclarant que je participerais à la réunion du Peyolte en simple observateur. Je me sentis définitivement soulagé, et cette fois-ci j'étais persuadé de pouvoir découvrir le processus secret par lequel les participants obtiennent un accord parfait. Nous partîmes tard dans l'après-midi, au moment où le soleil très bas sur l'horizon me réchauffait la nuque, ce qui, tout en conduisant, me faisait souhaiter avoir un store vénitien pour couvrir la vitre arrière. Du sommet d'une côte, je pus plonger mon regard dans une immense vallée où la route semblait être un mince ruban noir déroulé sur d'innombrables collines qu'il montait et descendait. Avant d'aborder la descente, je le suivis des yeux jusque très loin au sud alors qu'il disparaissait dans cette chaîne de basses montagnes. Don Juan restait tranquillement assis, regardant droit devant lui. Nous n'avions pas échangé un seul mot depuis très longtemps. Nous roulions toutes vitres baissées, mais la chaleur devenait insupportable. La journée avait été extrêmement chaude. Je me sentais contrarié et impatient. Et à un moment donné, je ne pus que me plaindre de cette chaleur. Don Juan fronça les sourcils et me jeta un regard inquisiteur. « À cette époque de l'année, au Mexique, il fait chaud partout, dit-il. Il n'y a rien qu'on puisse changer. » Je me gardais bien de le regarder. Je savais qu'il me dévisageait. En descendant, la voiture prit de la vitesse. Et si vaguement j'avais aperçu le signe Vado, je ne réagis que lorsque je vis le cassis. Je donnai un coup de frein brutal, mais malgré cela nous le passâmes à assez grande vitesse, et le choc très marqué nous secoua fort. Je ralentis. Nous traversions une région où le bétail pâturait en liberté jusqu'au bord de la route, et il n'était pas rare de voir la carcasse d'une vache ou d'un cheval écrasée par un camion. À un moment donné, je dus arrêter la voiture pour laisser des chevaux traverser la route. Je me sentais de plus en plus impatient et par contre-coup contrarié. Je confiai à Don Juan que c'était la chaleur qui m'énervait ainsi. Depuis mon enfance, je détestais la chaleur de l'été parce que j'étouffais et que je pouvais à peine respirer. « Tu n'es plus un enfant, remarqua-t-il. La chaleur m'étouffe toujours. Eh bien, lorsque j'étais enfant, la faim m'étouffait, dit-il avec douceur. Avoir faim était alors tout ce que je connaissais. Mon estomac gonflait jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Mais cela, c'était lorsque j'étais enfant. Maintenant, si je suis affamé, je ne peux plus étouffer et gonfler comme un crapaud. » Je n'avais rien à répondre. Je sentais m'être glissé dans un traquenard. J'allais être acculé au combat, alors que je n'en avais aucune envie. Tout compte fait, la chaleur n'était plus accablante. Et ce qui m'ennuyait vraiment, c'était l'idée de m'épuiser au long des 1500 kilomètres de conduite qui me restaient à accomplir. « Arrêtons-nous pour manger, dis-je. Peut-être qu'une fois le soleil couché, la chaleur tombera. » Don Juan me regarda en souriant, et déclara qu'il n'y aurait sur notre route aucune ville assez propre à mon gré pendant encore assez longtemps. Car, s'il m'avait bien compris, je ne m'arrêtais jamais pour manger au petit stand placé au bord de la route. « N'as-tu donc plus peur d'attraper la diarrhée ?» Je le savais sarcastique, mais de plus en plus il gardait sur moi un regard inquisiteur et semblait très sérieux. « À te voir agité de la sorte, continua-t-il, on pourrait croire que la diarrhée est là, tapis dans un coin, attendant le moment où tu mettras pied à terre pour te sauter dessus. Tu es déjà dans un sacré mauvais pas. Si tu arrives à échapper à la chaleur, il est bien possible que la diarrhée t'attrape. » Son ton de voix était si sérieux que je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Puis le voyage se poursuivit en silence. La nuit tombait lorsque nous arrivâmes à un relais routier pour camionneurs nommé Los Vidrios, les morceaux de verre. Sans quitter son siège, Don Juan beugla vers la cuisine. « Qu'y a-t-il à manger ce soir ?»« Du cochon, répondit une voix de femme. « J'espère pour toi que ce cochon a été écrasé sur la route aujourd'hui même, me glissa-t-il en riant. » Nous sortîmes de la voiture. De tous les côtés s'étalaient de basses montagnes semblables à des coulées de lave solidifiées laissées par une gigantesque éruption volcanique. Dans la nuit, les pics noirs et pointus se détachaient sur le ciel comme d'immenses murs de débris de verre. Au cours du repas, je dis à Don Juan que je voyais très bien pourquoi avoir ainsi nommé cet endroit, à coup sûr à cause des montagnes en forme d'éclats de verre. Catégoriquement, il répliqua que l'endroit avait été nommé Los Vidrios parce qu'un camion chargé de vitres s'était renversé et que pendant des années, le sol avait été recouvert de morceaux de verre. Je voulus savoir s'il plaisantait. Demande à n'importe qui du coin. Je questionnai un homme assis à la table voisine, mais en s'excusant, il répondait qu'il ne savait pas. J'allai à la cuisine demander aux femmes qui y travaillaient. Elles déclarèrent ignorer pourquoi il se nommait ainsi. L'endroit se nommait Los Vidrios, c'est tout ce qu'elles savaient. Je crois avoir raison, me confia Don Juan à mi-voix. Les Mexicains ne remarquent jamais ce qui les entoure. Je suis persuadé qu'ils ne voient pas les montagnes de verre. Mais s'il y avait là une montagne d'éclats de vitres, il est certain qu'elle y demeurerait des années sans qu'ils y touchent. Nous éclatâmes de rire. Le repas terminé, Don Juan me demanda si j'allais toujours bien. Je répondis par l'affirmative.
mais j'avais envie de vomir. Il me fixa du regard et je crois qu'il décela mon malaise. Lorsque tu as décidé de venir au Mexique, tu aurais dû te débarrasser de toutes tes peurs futiles, dit-il sévèrement. Ta seule décision de venir aurait dû les éliminer. Tu es venu parce que tu désirais venir. C'est une attitude de guerrier. Avant de prendre une décision, pense et inquiète-toi. Mais une fois qu'elle est prise, libère-toi des pensées et des inquiétudes. Ensuite, il y aura des millions d'autres décisions à prendre. Voilà une attitude de guerrier. Don Juan, je pense agir de cette façon, au moins de temps à autre. Cependant, il m'est difficile d'être toujours sur la brèche. Si les choses deviennent confuses, un guerrier pense à sa mort. Voilà qui est encore plus dur, Don Juan. Pour la plupart des gens, la mort est une chose éloignée, vague. Nous n'y pensons jamais. Pourquoi pas? Et pourquoi devrions-nous y penser? Très simplement parce que l'idée de la mort est la seule chose qui apaise notre esprit. Au moment de quitter Los Vidrios, la nuit était noire, et les silhouettes des pics se confondaient avec la noirceur du ciel. Pendant plus d'une heure, nous n'échangeâmes pas un seul mot. J'étais fatigué et j'avais l'impression de ne pas parler parce que nous n'avions rien à nous dire. Ici et là, quelques voitures nous croisaient, mais il semblait que nous étions les seuls à faire route vers le sud. Cela me sembla étrange, et souvent je jetais un œil dans le rétroviseur pour voir s'il y avait d'autres voitures derrière nous. Mais la route demeurait déserte. Je me lassai de ce guet, et je me mis à penser à l'objet de notre voyage. Brusquement, je me rendis compte de l'extrême brillance de la lumière des phares trouant l'obscurité environnante. Machinalement, je jetai un œil dans le rétroviseur, et je vis une lueur très brillante, puis deux sources de lumière qui semblaient jaillir du sol. Il s'agissait certainement des phares d'une voiture arrivant en haut d'une côte, derrière nous. Pendant un moment, ils furent visibles, puis ils disparurent comme s'ils avaient été balayés par la nuit. Un instant plus tard, ils réapparurent au sommet d'une côte, et à nouveau s'évanouirent. Pendant longtemps, je suivis leur apparition et disparition. Soudain, je me rendis compte que la voiture nous rattrapait car les lumières devenaient de plus en plus intenses. Sans raison, je me sentais mal à l'aise. Volontairement, j'appuyai sur la pédale d'accélération. Don Juan remarqua mon inquiétude, à moins que le soudain changement de vitesse l'eût surpris. Il me regarda puis se tourna pour observer les lumières lointaines. Il voulut savoir ce qui n'allait pas. Je lui racontai que pendant des heures la route avait été déserte derrière nous, mais que brusquement j'avais aperçu des lumières d'une voiture qui petit à petit nous gagnait de vitesse. Il rit sous cape et me demanda si je croyais vraiment qu'il s'agissait d'une automobile. Je lui répondis que je ne voyais pas quoi d'autre circulerait sur la route avec des phares. Il précisa que mon agitation et mon inquiétude lui avaient suggéré que peut-être je sentais que ce qui était derrière nous était quelque chose de plus qu'une simple voiture. Je lui répétai qu'il s'agissait d'une voiture ou d'un camion. Les remarques de Don Juan m'avaient mis en alerte. Il se tourna et me regarda, puis il hocha la tête comme s'il jaugeait ce qu'il allait dire. « Sur la tête de la mort, il y a des lumières, déclara-t-il d'une voix très douce. La mort les place comme on met un chapeau. Puis elle s'en va au galop. Ce sont les lumières de la mort galopant derrière nous, de plus en plus proches, nous rattrapant à chaque instant. Un frisson parcourut mon échine. Un peu plus tard, je levai les yeux vers le rétroviseur. Aucune lumière n'était visible. Je dis à Don Juan que la voiture avait dû s'arrêter ou prendre une autre route. Il ne se retourna pas pour vérifier, il étira les bras, bâilla, puis dit « Non, la mort ne s'arrête jamais. Parfois elle éteint ses lumières, c'est tout. » Nous arrivâmes dans le nord-est du Mexique le 13 juin. À l'entrée d'une petite maison d'adobe, 4 fillettes et 2 vieilles indiennes qui se ressemblaient et devaient être sœurs étaient apparues. Derrière la maison, il y avait une hutte et une grande en ruine avec seulement un mur et quelques morceaux de toit en place. Elles semblaient nous attendre. Elles avaient dû repérer la traînée de poussière levée par la voiture sur les quelques kilomètres de chemin de terre séparant de la route goudronnée. Nous étions dans une profonde vallée, et de là, la route ressemblait à une longue cicatrice tranchant le haut du flanc des vertes collines. Don Juan descendit pour parler avec les 2 vieilles femmes qui lui désignèrent des tabourets de bois placés devant la porte. Il me fit signe de venir m'asseoir. Une des femmes resta en notre compagnie. Dans l'embrasure de la porte, 2 des fillettes me dévisageaient avec une évidente curiosité. Je leur fis un signe de la main. Elles gloussèrent de rire et se précipitèrent à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, 2 jeunes gens arrivèrent, saluèrent Don Juan, mais n'eurent pas un signe pour moi. Ils parlèrent brièvement avec lui, puis il se leva et nous allâmes dans une autre maison à environ 800 mètres de là. Un autre groupe de gens nous y attendait. Don Juan entra, mais me fit signe de rester à la porte. À l'intérieur, je vis un vieil indien à peu près du même âge que Don Juan, assis sur un tabouret de bois. Il ne faisait pas encore vraiment nuit. Devant la maison, un groupe de jeunes indiens et indiennes étaient tranquillement assemblés autour d'un vieux camion. Je leur parlais en espagnol, mais ils refusèrent de manière délibérée de me répondre. Chaque fois que je disais quelque chose, les jeunes indiennes gloussaient et les jeunes indiens souriaient poliment puis détournaient leur regard. Ils se comportaient comme s'ils ne me comprenaient pas, et je savais pourtant qu'ils parlaient espagnol car je les avais entendus l'utiliser entre eux. Don Juan et le vieil indien sortirent de la maison et s'installèrent dans la cabine du camion, à côté du chauffeur. Cela fut sans doute le signal attendu car tout le monde se tassa sur la plateforme. Comme il n'y avait pas de ridelle, lorsque le camion démarra, chacun agrippa une corde fixée au crochet le long des côtés. Le camion avançait lentement sur le chemin de terre. À un moment donné, il s'arrêta en haut d'une côte très raide, et tout le monde descendit pour le suivre en marchant. 2 jeunes indiens montèrent sur le plateau, et, secoués par les cahots du camion,
sans se tenir à la corde, essayèrent de rester assis au bord. Les femmes riaient et les encourageaient. Don Juan et le vieil homme que l'on nommait Don Silvio avançaient côte à côte sans sembler s'intéresser aux clowneries des jeunes gens. Au pied de la côte, tout le monde reprit place sur le camion. Le voyage se poursuivit pendant environ 1 heure. Le plateau était dur et peu confortable et je restais debout contre la cabine. Nous étions arrivés devant un groupe de cabanes où nous attendaient d'autres gens, et dans la nuit je ne pus distinguer que ceux autour de la lampe à pétrole pendue dans l'ouverture d'une porte. Tout le monde descendit pour se mêler aux gens déjà là et pour entrer dans les maisons. À nouveau, Don Juan me dit d'attendre à l'extérieur. Je m'appuyai sur le garde-boue avant du camion. 1 ou 2 minutes plus tard, 3 jeunes hommes vinrent me voir. L'un d'eux m'avait rencontré 4 années auparavant au cours d'une mitote. Il m'embrassa en empoignant mes avant-bras. « Tout va bien », me chuchota-t-il en espagnol. Nous restâmes tranquillement près du camion. La nuit était chaude et venteuse et je pouvais entendre le doux bruissement d'un ruisseau s'écoulant non loin de nous. À voix basse, mon compagnon me demanda si j'avais des cigarettes. Je fis passer le paquet. À la lueur des cigarettes, je jetai un œil sur ma montre. Il était 9 heures. Un peu plus tard, un groupe de gens sortit de la maison. Don Juan arriva et m'annonça qu'il avait expliqué de manière satisfaisante pour tous ma présence ici, et que j'étais le bienvenu, et que je servirais l'eau pendant le mitote. Il ajouta que nous partirons sur le champ. Un groupe composé de 10 femmes et de 11 hommes sortit de la maison. L'homme en tête était plutôt de forte stature. Il paraissait âgé d'environ 55 ans. On le nommait Mocho, un surnom qui signifie tranché. Il avançait d'un pas ferme et décidé et portait une lampe qu'il balançait d'un côté à l'autre tout en marchant. Je crus qu'il la déplaçait sans raison, mais je découvris rapidement qu'il la balançait pour signaler un passage difficile ou un obstacle sur le sentier. La marche se prolongea pendant 1 heure. Les femmes bavardaient et riaient doucement entre elles. Don Juan et le vieil indien étaient en tête. J'étais le dernier de la file. J'avais les yeux cloués au sol pour essayer de voir où j'allais poser mes pieds. Depuis mes derniers périples nocturnes dans les collines en compagnie de Don Juan, 4 années auparavant, j'avais perdu l'habitude et ma forme physique. Je trébuchais et cognais de petits cailloux, car mes genoux avaient perdu leur souplesse. Le chemin semblait se jouer de moi, monter quand j'approchais d'une bosse et descendre lorsque je me croyais au fond du creux. J'étais le plus bruyant des marcheurs et malgré moi je devins la risée de tous. Chaque fois que je trébuchais, quelqu'un s'exclamait « Ouh !» et tout le monde éclatait de rire. Une fois je cognai de la pointe du pied un caillou qui alla heurter la cheville d'une femme, et là, à la joie de tous, elle dit à haute voix « Donnez une lanterne à ce pauvre garçon !» Mais le pire survint lorsque pour éviter de m'étaler par terre, j'agrippai l'homme devant moi. Sous le poids, il faillit lui-même tomber, et de manière intentionnelle hurla plus que de raison. Tous riaient tellement qu'il fallut faire une pause. À un moment donné, le chef de file leva et baissa la lampe à pétrole. Il me sembla qu'il signalait l'arrivée. À ma droite se détachait la sombre silhouette d'une maison basse. Chacun se dispersa, et trébuchant dans le noir, j'eus de la peine à retrouver Don Juan assis sur un rocher. Il me répéta que je devrais servir l'eau aux participants selon une procédure qu'il m'avait enseignée des années auparavant. Je m'en souvenais dans le moindre détail. Toutefois, il insista pour me montrer à nouveau comment faire. Puis nous allâmes derrière la maison où les hommes s'étaient réunis autour d'un feu. À 5 mètres de celle-ci, une zone avait été recouverte de nattes de paille. Mocho alla s'asseoir le premier, et je remarquai qu'il avait la partie supérieure du pavillon de son oreille gauche tranchée, ce qui expliquait son surnom. Don Silvio vint se placer à sa droite, Don Juan à sa gauche. Mocho faisait face au feu. Un jeune homme s'avança et déposa devant lui un panier plat plein de boutons de peyote. Puis il alla s'asseoir entre Mocho et Don Silvio. Un second jeune homme plaça 2 petits paniers à côté de l'autre et alla s'asseoir entre Mocho et Don Juan. 2 autres jeunes gens s'installèrent de chaque côté du groupe pour fermer le cercle de 7 personnes. Les femmes rentrèrent à l'intérieur de la maison. 2 jeunes gens avaient pour tâche d'entretenir le feu, et aidé par un jeune garçon, je m'occupais de l'eau qui serait donnée aux 7 participants après la cérémonie nocturne. Je m'installai sur un rocher en compagnie du jeune garçon. Le feu et le récipient d'eau étaient placés symétriquement par rapport au cercle des participants. Mocho chanta son chant de peyote. Ses yeux clos, son corps s'agitait de haut en bas, et il continua à chanter pendant très longtemps dans un langage que je ne comprenais pas. Puis à tour de rôle, chacun des participants chanta ses chants de peyote. Apparemment, ils chantaient lorsqu'ils en avaient envie. Ensuite, Mocho leva le grand panier, prit 2 boutons de peyote et le reposa au centre du cercle. Don Silvio fit de même, et Don Juan après lui. En suivant le sens inverse des aiguilles d'une montre, 4 jeunes gens qui semblaient former un groupe différent prirent chacun 2 boutons. Par 4 fois, ce rite se répéta. Puis ils se passèrent de l'un à l'autre les 2 petits paniers contenant des fruits secs et de la viande séchée. Au cours de la nuit, ce cycle fut repris plusieurs fois, et malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à détecter l'ordre implicite de leurs comportements respectifs. Ils ne se parlèrent pas, et au contraire chacun semblait renfermé sur lui-même et pour lui-même. Jamais je ne vis l'un d'eux s'occuper de ce que les autres pouvaient faire. Avant l'aube, ils se levèrent,
reçurent l'eau que nous leur apportâmes et se dispersèrent. Le jour venu, je cherchais à m'orienter. La maison était une simple baraque d'une seule pièce, un édifice d'adobe au toit de chaume. Le paysage alentour était plutôt déprimant. Une aride plaine à la végétation clairsemée où les broussailles et les cactus poussaient ensemble. Pas un seul arbre en vue. Je n'avais aucune envie de m'éloigner de la maison. Le matin, les femmes s'en allèrent, et en conservant le silence, les hommes s'installèrent plus près de la maison. Vers midi, nous nous assîmes dans les mêmes positions que la nuit, et un panier rempli de morceaux de viande séchée de la taille d'un bouton de peyote circula de l'un à l'autre. Quelques-uns chantèrent leur chant du peyote. À peu près 1 heure plus tard, tous se levèrent et se dispersèrent alentour. Les femmes avaient laissé un pot de bouillie de maïs destiné à ceux qui s'occupaient du feu et de l'eau. J'en mangeai un peu, puis je m'endormis le reste de l'après-midi. La nuit venue, les jeunes en charge du feu en édifièrent un autre, et la cérémonie du peyote reprit dans un ordre à peu de choses près semblable à celui de la nuit précédente. J'essayai d'observer chacun des gestes accomplis par chacun des participants, dans l'espoir de découvrir ne serait-ce que la plus infime trace d'un système de communication verbale ou non verbale. Rien dans leur façon d'agir ne laissa percer l'existence d'un système caché. Tôt dans la soirée suivante, pour la 3e fois se répéta la cérémonie du peyote. Et au matin, je savais avoir encore échoué dans l'effort pour découvrir un meneur occulte ou toute autre forme d'échange secret entre les participants ou quelques traces de leur système d'entente. Toute la journée, je restais assis dans mon coin pour tenter de mettre de l'ordre dans mes notes. Lorsqu'au soir de la 4e nuit, les hommes se réunirent, je savais intuitivement qu'il s'agissait de leur dernière rencontre. Personne ne me l'avait dit, cependant j'étais certain que le lendemain chacun rentrerait chez soi. Chacun regagna sa place, et moi la mienne à côté de l'eau. L'attitude des 7 hommes fut exactement la réplique de celle que j'avais remarquée pendant les 3 nuits précédentes. À nouveau, je m'absorbais dans l'observation de leurs moindres mouvements. Je désirais m'assurer de tout ce qu'ils faisaient, de chaque mouvement, de chaque son, de chaque geste. Un moment, j'entendis une sorte de bourdonnement dans mes oreilles. Et comme ce genre de bruit ne différait pas d'un bruit ordinaire, je n'y prêtai pas attention. Mais il s'intensifia tout en restant dans les limites d'un son audible sans effort et sans peine. Je me souviens d'avoir alors divisé mon attention entre ce bruit et les hommes. Au même instant, les visages des participants me semblèrent devenir plus brillants, comme si on avait braqué vers eux une lampe. Mais il ne s'agissait pas d'une lumière électrique, ni de celle d'une lampe à essence ou à pétrole, ni de la réflexion des flammes du feu sur leurs visages. C'était plutôt un genre d'iridescence, une luminosité rosâtre, assez faible, mais malgré tout facile à distinguer à la distance à laquelle je me trouvais. Le bourdonnement prit plus d'ampleur. Je cherchais des yeux le jeune garçon à mes côtés, il s'était endormi. La luminosité rosâtre devint encore plus remarquable. Je regardais Don Juan qui avait les yeux clos, ainsi que Don Silvio et Mocho. Je ne pouvais pas voir les visages des 4 jeunes gens, car 2 étaient courbés en avant et les 2 autres me tournaient le dos. Mon effort d'observation m'absorbait de plus en plus. Je n'avais pas encore parfaitement pris conscience du fait que j'entendais un bourdonnement et que je voyais une lueur rose planant au-dessus des participants. Un moment plus tard, je me rendis compte que la luminosité rosâtre et le bourdonnement étaient constants. Un étonnement extrême me gagna, et une pensée qui n'avait rien à voir avec la scène que j'observais ou avec le but que je m'étais fixé en venant au mitote me traversa l'esprit. Je me souvins d'une phrase que ma mère m'avait adressée quand j'étais tout gamin. Le souvenir était inopportun. J'essayai de le chasser et de me concentrer à nouveau, mais sans y parvenir. Le souvenir surgit une fois de plus, très net, impérieux. J'entendis nettement la voix de ma mère qui m'appelait. J'entendis le glissement de ses pantoufles. Puis elle se mit à rire. Je me retournai pour la chercher du regard. Je me rendais parfaitement compte que j'allais être transporté dans le temps par une sorte d'hallucination ou de mirage et que j'allais la voir. Mais je ne vis que le jeune garçon endormi. Le voir me secoua. J'éprouvai un bref moment d'aisance et de lucidité. Je repris mon observation des participants. Leur position n'avait absolument pas changé. Je remarquai que la luminosité et le bourdonnement avaient disparu. Je me sentais soulagé. Je pensais que l'hallucination pendant laquelle j'avais entendu ma mère était elle aussi évanouie. Malgré tout, sa voix avait été nette et éclatante. Je me dis à plusieurs reprises que, pendant un court instant, cette voix m'avait presque piégé. Je notai vaguement que Don Juan me regardait, mais cela m'importait peu. Le souvenir de la voix de ma mère m'appelait, m'envoûtait. Désespérément, je tentais de penser à quelque chose d'autre. Et à nouveau j'entendis sa voix, aussi distinctement que si elle avait été derrière moi. Elle m'appela. Brusquement, je fis demi-tour. Je ne vis que la silhouette sombre de la maison et des broussailles tout autour. Avoir entendu clairement mon nom me plongea dans une angoisse profonde. Involontairement, je me mis à gémir. J'avais froid, je me sentais seul, je commençais à pleurer. À ce moment précis, j'eus la sensation précise d'avoir besoin de quelqu'un qui prendrait soin de moi. Je tournai la tête dans la direction de Don Juan. Il me fixait du regard. Je ne voulus plus le voir et je fermai les yeux. Alors je vis ma mère. Il ne s'agissait plus de la pensée de ma mère, c'est-à-dire de la façon dont habituellement je pense à elle, mais d'une vision claire. Elle était là, debout à mon côté. Le désespoir me submergea. Je tremblais, je voulais m'enfuir. Cette vision de ma mère devenait trop troublante, trop étrangère au but que je m'étais fixé en venant dans cette réunion du peyote. Je ne pouvais éviter consciemment de la voir, mais peut-être que si j'avais vraiment voulu voir disparaître cette vision, j'aurais ouvert les yeux. Au contraire, je l'examinais dans le moindre détail.
Je ne faisais pas que la regarder. Je la sentais intensément. Une sensation très particulière m'envahit, comme imposée par une force extérieure. Et soudain, je subis l'horrible fardeau de l'amour maternel. En l'entendant m'appeler de mon nom, je fus déchiré. Le souvenir de ma mère m'avait rempli d'angoisse, mais en l'examinant, je sus que je ne l'avais jamais aimée. Cette révélation me choqua. Une avalanche de pensées et d'images m'engloutit. Ma mère avait entre-temps disparu, mais cela ne m'importait plus du tout. Et ce que les Indiens pouvaient accomplir encore moins. En fait, j'avais complètement oublié le mitote. J'étais complètement absorbé par des séries de pensées extraordinaires. Extraordinaires parce qu'elles constituaient beaucoup plus que des pensées ordinaires. Elles étaient des unités intégrales de sensations qui prenaient valeur de certitude émotionnelle. D'évidence indiscutable sur la nature de ma relation avec ma mère. À un moment donné, le flot de ces pensées extraordinaires se tarit. Je m'aperçus qu'elles perdaient alors leur fluidité et leur intégrité. Je commençai à penser à d'autres choses. Mes pensées vagabondaient. Je songeais à d'autres proches parents, mais plus aucune image ne vint accompagner ces pensées. Alors je regardai Don Juan. Il était debout ainsi que tous les autres hommes, et il s'avançait vers l'eau. Je me levai et secouai le jeune garçon toujours endormi. Aussitôt assis dans la voiture, je racontai à Don Juan les scènes de ma vision. Ce récit le fit rire de bon cœur, et il déclara que ma vision était un signe, un présage aussi important que ma première rencontre avec Mescalito. Je me souvins que Don Juan avait interprété mes réactions pendant ma première ingestion de peyote comme un présage d'extrême importance, et c'est d'ailleurs ce présage qui le décida à m'enseigner sa connaissance. Don Juan me précisa que pendant la dernière nuit du mitote, Mescalito avait plané au-dessus de moi avec une telle insistance que tous les hommes furent forcés de se tourner vers moi, ce qui expliquait pourquoi il me fixait du regard chaque fois que j'avais tourné les yeux vers lui. Je désirais connaître son interprétation de ma vision, mais il refusa d'en parler. Il me dit que mes sensations, n'importe lesquelles d'entre elles, n'étaient qu'absurdité en comparaison du présage. Il continua à décrire la lueur de Mescalito planant au-dessus de moi du fait que tous l'avaient parfaitement vu. C'était un spectacle remarquable. On ne pourrait souhaiter un meilleur présage. Évidemment, Don Juan dirigeait ses réflexions dans une perspective différente de la mienne. Seul l'intéressait l'importance des événements qu'il interprétait comme un présage. Alors je restais surtout obsédé par les détails de ma vision. Peu m'importe les présages, dis-je. Je désire savoir ce qui m'est arrivé. Il fronça les sourcils comme s'il allait se mettre en colère. Il demeura immobile et silencieux pendant un moment. Puis il me regarda. D'un ton extrêmement énergique, il déclara que le seul résultat important était que Mescalito se fût montré excessivement gentil avec moi, et m'eût donné une leçon sans autre effort de ma part que le simple fait d'être là.